Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce spécial débriefing du discours du président de la République à la nation. Le chef de l'État vient de se prononcer sur plusieurs questions de la vie nationale. Nous vous proposons nos services pour bien assimiler le propos présidentiel ce soir, et ce, à travers des invités de divers profils socio-politiques et en plateau, déjà bien installé. Patrice Ambassala, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tongué. Plateau débrief. Je signale que vous êtes ancien ministre des Travaux publics, ancien maire de la commune d'Ayos, c'est dans l'Oignon et Foumou, région du centre. C'est ça. Merci d'avoir accepté. Je suis aussi un ancien fonctionnaire. Un ancien fonctionnaire des douanes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Olivier Bibo-Nissak, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Vous êtes porte-parole de Maurice. Vous êtes porte-parole de Maurice Kamto. Oui. Et coordonnateur d'une task force de Maurice Kamto, du MRC et des alliés. Et ses Task alliés. Force Communication du MRC alliés. Et ses alliés. Merci d'avoir accepté promptement notre invitation pour débriefer ce discours du président de la République. Edmond Biloa, bonsoir. Bonsoir. Je devrais signaler que vous êtes officiellement le mandataire du RDPC sur ce plateau. C'est ça. Désigné par la commission technique de communication du comité central du RDPC. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous finirons par la seule dame qui est sur ce plateau, Anne Féconte-Noah, porte-parole de Cabral Libi, le président du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir M. Tongué, bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2. Nous serons donc 4 ce soir pour faire ce débrief du discours du président de la République qui aura duré 30 minutes, ce qui est exceptionnel. Généralement, le président de la République, ses discours, c'est un quart d'heure, 15 minutes au plus. Le chef de l'État en a fait 30 minutes et avec une annonce à la clé, la tenue d'un grand dialogue national dès la fin du mois. Est-ce que vous vous sentez heureux, professeur Biloa? Vous avez sursauté comme les autres Camerounais à l'annonce de ce dialogue national, ce grand dialogue national? Oui, je suis heureux parce que je suis comme tous les Camerounais. On attendait ce dialogue qui avait déjà été un peu annoncé par le Premier ministre quand il était en tournée au nord-ouest et au sud-ouest. Donc c'est une bonne chose que le président de la République lui-même ait annoncé la tenue de ce grand dialogue national. Alors, il y a eu comme une dissonance au moment de l'annonce du Premier ministre, c'est vous qui l'évoquez. Revenons-y, puisque vous nous entraînez vers là. Le ministre de l'administration territoriale avait dit sur l'antenne de France 24 qu'il n'y aurait pas de dialogue, alors que le Premier ministre baladait son bâton de pèlerin dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bola Tangandji nous a laissé penser que le discours au sein du RDPC et de l'establishment, c'était non au dialogue avec certaines personnes. Ben, vous voyez que le discours du président de la République a donné raison au Premier ministre. Donc, je pense que depuis le début, il cherchait des voies et moyens pour organiser un dialogue. Et aujourd'hui, le président de la République, dans son adresse à la nation, a bien dit au peuple camerounais qu'il y aura bel et bien un grand dialogue national. Un grand dialogue national on a déjà rencontré ce type de format. Il y a eu un grand débat national autour des années 95 qui a abouti à la rédaction et à la promulgation de la Constitution en vigueur au Cameroun. Le grand débat selon le président de la République, le large débat selon le ministre communiqué à l'époque. Mais Paul Biya a annoncé ce soir la tenue de ce dialogue, ce grand dialogue national dès la fin de ce mois de septembre. Nous sommes le 10. Est-ce que vous trouvez les délais, Olivier Bibo-Nissak, vous trouvez les délais suffisants pour organiser quelque chose de structurel en termes de dialogue? D'abord, je voudrais dire que la communication, le MRC et alliés, par la voix du président élu, communiqueront officiellement sur cette question. Ce que moi je me bornerai à faire aujourd'hui, en effet, ce sont quelques commentaires réservés. Sur la question que vous posez, je voudrais d'emblée dire notre satisfaction parce qu'un point majeur du plan national de résistance vient d'être enfin concrétisé. Il faut quand même rappeler que dans le cadre de la résistance nationale pacifique, nous avons des personnes qui aujourd'hui sont emprisonnées. Il y en a qui ont pris des balles parce que ces personnes, disais-je, sont allées marcher en revendiquant, en deuxième point majeur, l'arrêt
des violences, de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest via la modalité d'un dialogue inclusif. Donc, ce ne serait pas rester cohérent avec nous-mêmes que d'avoir une attitude autre que la réjouissance. Donc, sur ce point bien précis-là, c'est une nouvelle qui annonce quand même une avancée. Maintenant, est-ce que les délais sont réalistes? Je crois qu'au-delà je blancherai pour opportun, oui. Disons que celui qui a parlé peut se donner les moyens de sa politique. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai qu'un engagement avait été pris sur la CAN, il n'a pas été tenu. On espère que cet engagement-là, celui-là, sera tenu et que le temps permettra que les choses se fassent. Je ne voudrais pas tirer les plans de la comète, je voudrais rester, disons, optimiste, parce que vu ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, la moindre initiative d'une telle envergure devrait être encouragée. Maintenant, il y a quelques réserves. Je pense que nous avons toutes les missions pour parler de certains points, parce que dans le discours que moi j'ai entendu, en ce qui me concerne, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ambivalence et beaucoup de paradoxes. Il y avait des fois un ton martial, des fois à la limite belliqueux. Les noms d'oiseaux ont comme d'habitude été présents. Lequel, l'épervier? Mais non, pas forcément, mais je veux dire, vous savez, il y avait Apprenti Sorcier qu'on connaissait, là désormais il y a la propagande sécessionniste, il y a d'autres noms sur lesquels on reviendra, mais je pense que lorsqu'on dit par exemple dialogue, on ne peut pas dire du dialogue que c'est un terme qu'on galvaude, peu importe les conditions dans lesquelles on le convoque. Mais bon, nous aurons le temps d'aborder. Nous y reviendrons. Alors Anne Fegon-Noah, est-ce que vous avez l'impression, avec les modalités qui ont été énoncées, quelques-unes, on imagine bien qu'on va bien goupiller ceci après les consultations du Premier ministre qui ont été annoncées par le Président de la République, est-ce que après les modalités, tout au moins indicatives, qui ont été adressées, vous avez l'impression qu'il s'agit d'un dialogue inclusif? On va vers un dialogue inclusif parce qu'il semble bien qu'il fallait ajouter cette épithète-là selon les recommandations d'une partie de la classe politique. Déjà, je voudrais rappeler qu'en 2016, en tout début de cette crise, Cabral Libye, il me semble, le premier à avoir proposé un dialogue. Je ne veux pas le proposer parce qu'il ne pouvait que proposer. Il a suggéré aux responsables des partis d'opposition et de la société civile d'organiser une marche pour contraindre le gouvernement à dialoguer. Donc je veux dire que c'est une position que nous avons depuis, qu'il a toujours défendue. Donc lorsqu'on parle de dialogue, ça nous, en tout cas il y a une forme de soulagement, parce qu'on se dit enfin on y arrive. Maintenant, est-ce que le dialogue sera inclusif? Il y a quand même des aspects qui restent un tout petit peu flous pour moi parce que les modalités pratiques du dialogue n'ont pas été énoncées. Parce que ce que le président de la République a dit ce soir, que je salue, c'est bien enfin le père de la nation. Parce que de droit, il est toujours le père de la nation, a pris l'initiative de s'adresser enfin à son peuple qui était qui se posait quand même des questions compte tenu de toutes les crises qui animent le quotidien des Camerounais aujourd'hui. Donc c'est bien. Maintenant, je reste quand même un peu réservé parce qu'il y a des aspects que je n'ai pas compris. Parce que le Premier ministre va conduire le dialogue, oui, le dialogue sera inclusif avec plusieurs parties, mais qui sont ces parties? Qui, de manière concrète, qui participe au dialogue? Parce que le gouvernement ne va pas dialoguer seul. Certes, le président a annoncé qu'il... C'est l'énonciation qui a été faite. Je pense que ça aurait été un peu plus rassurant si les modalités pratiques de ce dialogue nous avaient été données. Par exemple, si le président dit que le dialogue commence à la fin de ce mois, le délai ne me semble pas problématique. J'imagine qu'il en a discuté déjà en interne avec ses équipes. Il dit qu'il a mené des consultations. Donc, mais maintenant, le dialogue va durer combien de temps? Est-ce que, à mi-chemin, est-ce qu'il a fixé un délai à ses équipes? Parce que les commissions d'enquête, les commissions de dialogue, on en a l'habitude. Notre opposition a toujours été que l'un des manquements du renouveau, c'est l'absence de suivi. Nous avons toujours trouvé qu'il y a un problème de suivi parce que le président a souvent donné des instructions, donné des directives. Maintenant, sur la mise en œuvre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rendre compte à mi-chemin? Est-ce que je veux dire que c'est bien le dialogue, nous sommes contents, ça nous arrange, c'est une bonne nouvelle. Mais si les services de communication de la présidence de la République pouvaient donner des modalités un peu plus concrètes sur la base desquelles on pourra donc évaluer ce que le président a fait, juger de la pertinence de cette initiative.
Alors Patrice Ambassala, il y a certainement un travail administratif qui va se faire si on annonce que le Premier ministre va mener des consultations. On a vu des consultations par le passé, avant la mise en place d'Elecam. On a vu des consultations avant la mise en place de l'ONEL. Est-ce que vous imaginez, vous qui avez été au sommet de l'administration, que le Premier ministre va recevoir des personnalités alignées aux étoiles comme par le passé, ou c'est lui qui va aller à la rencontre des personnalités à inviter? Ça se passe comment techniquement, ce type de consultation? Non, je pense que, je vous remercie de me passer la parole, je pense que on ne va pas noyer une annonce de cette nature en aussi potent sur les détails qui ne sont pas essentiels pour l'affaire. Ce qui est bon de dire, c'est que le Premier ministre qui a été identifié comme le maître d'œuvre de ce dialogue recevra les termes de référence de ce dialogue et discutera des modalités pratiques de la conduite de telle ou de telle autre activité. C'est d'accord parti que ces choses doivent s'arrêter. Parce qu'en ouvrant un dialogue, on ne va pas aller imposer quelque chose à des gens. Donc le Premier ministre aura la faculté de consulter, de préciser les agendas, de préciser les thèmes qui ont été énoncés là, de trouver les endroits où ces thèmes doivent être traités, de trouver les personnalités qui doivent venir. Il y a une grande logistique à mettre en place. C'est toutes des choses qui sont au niveau de la compétence du Premier ministre. Alors on dit, est-ce qu'il est bon que ce soit le Premier ministre? Oui, il est bon que ce soit le Premier ministre parce que c'est lui le chef de gouvernement et puis le président de la République reste le chef de l'État qui peut, à l'occasion, par nécessité, c'est là que le besoin se fait sentir, donner des habilitations supplémentaires, arbitrer sur des points peut-être qui peuvent être des points d'achoppement, et ainsi de suite. Donc il n'est pas bon que nous soyons tous dans le dialogue, le président en face des gens qui soutiennent des idées qui peuvent lui être présentées après coup. Mais cela ne veut pas dire que c'est des idées qui vont monter pour être, on va dire quoi, balancées. Je pense que la disposition d'esprit du chef de l'État aujourd'hui est suffisamment éloquente sur ce que nous avons démontré depuis, qui est l'écoute. Il a écouté, il a observé, il a donné aux gens à voir, et qui a vu les populations de cette partie du Cameroun, les gens de la diaspora, nos partenaires étrangers, tout le monde a vu. Et on peut aujourd'hui se rendre à l'évidence de ce que il est temps de parler un peu. Et ce qui est bien, moi j'ai suivi un peu les énumérations, il est bon que nous venons tous. Tout le monde avait un point de fixation sur les forces de défense, les forces armées, les groupes armés, il faut le dire, les groupes armés. Il est bon que ces gens-là viennent, parlent en face de leurs victimes, parce qu'ils ont beaucoup de victimes. Il faut bien qu'ils se parlent et que, au sortir de là, qu'on dise qu'on a enterré la hache de guerre, parce qu'en fin de compte, on ne sait pas qui cette guerre oppose à la fin. Est-ce une population avec ses enfants qui sont partis dans la diaspora, ou bien qui vivent là et qui ont décidé de prendre des armes? Est-ce une population contre son gouvernement? On ne peut plus savoir aujourd'hui. Parce que les gens qui font les frais, ce n'est pas forcément un gouvernement, c'est des compatriotes avec qui nous vivons tous les jours. Donc, tout le monde a eu le temps de voir ça. Et on peut se rendre à l'évidence de ce qu'il n'est pas bon qu'on continue. Et le président de la République, tel qu'il parle aujourd'hui, le ton que j'ai vu, l'annonce que j'ai entendue, les personnes qui sont impliquées dans cette affaire laissent voir qu'on n'a pas besoin de chercher M. Tongue. Le dialogue est inclusif. Il est inclusif. Il est suffisamment inclusif pour vous. Olivier Bibi-Bounissa, est-ce que, comme le sujet Patrice Ambassala, avec le Premier ministre qui coordonne ces travaux, on a le must, on aurait pu prétendre à plus que cela, c'est-à-dire avoir le président de la République? Vous savez, le contexte dans lequel on se trouve commande que nous fassions preuve de pragmatisme. La vérité, c'est que on aurait souhaité que les choses soient autrement.
parce que en ce qui concerne l'alliance MRC et alliés, des propositions claires ont été formulées. J'ai la faiblesse de croire que les propositions réalistes qui étaient évoquées dans le discours rentrent dans ce chapitre-là, parce que en effet, nous voyons très clairement les options mises en avant par l'alliance MRC alliée qui ont été ici intégrées, et donc à partir de ce moment-là, je pense les participants à ce dialogue en feront ce qu'ils voudront. Parce que de toutes les façons, il faudra établir un ordre du jour, il faudra s'accorder sur les points mis en débat, et c'est justement là où on verra la propension inclusive de ce dialogue-là. Et donc, à ce moment-là, ce qui importera, c'est la bonne foi des partis. Vous imaginez bien. Donc, que ce soit Monsieur Goutet, qui a eu quelques bisbilles avec Monsieur le ministre de l'administration territoriale récemment, qui vient d'être requinqué, qui conduise ces assises, ou quelqu'un d'autre, vous imaginez bien que sur un plan purement polémique politique, nous aurions eu tendance à penser à quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà, les choses sont comme elles sont. La décision est prise. Ne faisons pas la fine bouche, mais plutôt penchons-nous sur ce qui sera concrètement articulé sur ce que je disais un peu avant. Alors, le RDPC va certainement faire des propositions. On a entendu le MRC, le porte-parole de Maurice Kamto, tout au moins, indiquer qu'il y avait des propositions allant dans ce sens. Est-ce que on peut imaginer que dans les consultations menées par le président de la République, il a annoncé lui-même, le RDPC a été consulté? Si oui, quelle aura été sa proposition? Est-ce qu'elle converge vers ce que le président propose aujourd'hui? Oui, les consultations ont commencé il y a longtemps. On peut se situer dans le temps? Non, il y a de cela très longtemps que les consultations ont commencé. Chaque fois que les membres du gouvernement rencontraient des personnes plus ou moins impliquées dans cette situation, c'était des consultations qui ne disaient pas leur nom. Et tout le monde parle de dialogue aujourd'hui. Mais chaque fois qu'un premier ministre se déplace pour aller au nord-ouest et au sud-ouest, rencontrer les populations, rencontrer ceux qui ont déposé les armes, c'est une forme de dialogue. Et le dialogue, il peut avoir plusieurs sens. Quand le président de la République lui-même, il s'adresse aux Camerounais, il dialogue avec les Camerounais. Et donc, on peut dire que le grand dialogue national qui aura lieu avait été précédé par des petits dialogues, des mini-dialogues ou des micro-dialogues. Parce que dans un État comme le Cameroun, il faut bien qu'il y ait des dialogues entre les citoyens et les gouvernants pour que les choses marchent très bien. Donc, le grand dialogue national a été précédé par des discussions, par des consultations. Et donc, aujourd'hui, le grand dialogue national, c'est le couronnement de tous les micro-dialogues qui ont eu lieu avant. Bon, maintenant, vous me posez la question de savoir si le RDPC a été consulté. Bon, le président de la République est le président national du RDPC. Le premier ministre est militant du RDPC. La plupart des ministres sont des ministres du RDPC. Donc, les militants du RDPC. Donc, par conséquent, les opinions ou l'opinion ou l'avis du RDPC a toujours été entendu. Mais il faut savoir que pour un dialogue comme celui-ci, le Premier ministre a dû recevoir ou recevra une lettre du président de la République. Parce qu'il ne peut pas seulement lui parler du grand dialogue. Il faudra qu'il lui dise dans une correspondance ce qu'il attend du Premier ministre. Et maintenant, le Premier ministre va négocier avec ceux qui seront là. S'il y a des points qui n'ont pas été évoqués par le président de la République, en ce moment-là, le Premier ministre pourra repartir chez le président de la République. Donc, il n'est pas bon
que le président de la République lui-même il soit dans le dialogue physiquement avec tous ceux qui y seront. Cela étant dit, il faut être un peu plus subtil. Même si le président de la République n'est pas physiquement présent dans la salle, il est dans la salle. Parce qu'il est représenté dans la salle. Il est au courant de tout ce qui se passe dans la salle. Et il est briefé à tout moment. Et il peut communiquer avec son plénipotentiaire, qui sera forcément le Premier ministre. Tous ceux qui ont une certaine familiarité avec les choses de la République savaient très bien que ce serait le Premier ministre qui organiserait le dialogue sur le terrain. Et que la présence du président de la République peut éviter aux parties prenantes de se lâcher. Mais il y en a qui le disent. Non. Le président de la président... République est le président de tout le monde. Et il serait bien que lui, il soit au-dessus. Professeur Biloa, est-ce que la présence du président de la République participe parfois à rendre le climat lourd? Les gens ne se lâchent pas parce que c'est un président de la République, il est là depuis 37-38 ans, et voilà, sa présence pousse ou pousserait les parties prenantes à ne pas avoir un comportement différent d'une discussion qui serait présidée par le Premier ministre. Est-ce que ça compte dans ce type de situation? Non, je pense qu'il ne faut pas trivialiser l'institution présidentielle. Au contraire. Parce que l'institution présidentielle... On de le mystifier. Non, pas du tout. Pas du tout. L'institution présidentielle représente tous les Camerounais. Ceux qui seront dans ce grand dialogue national et ceux qui n'y seront pas. Et par conséquent, le président de la République peut être le dernier recours en cas de conflit. Et moi, je pense que ce ne serait pas bien que ce soit lui-même qui préside ce grand dialogue national. On a bien compris, Patrice Ambasala. Monsieur Tonga, il faudra qu'on sache tirer la plus-value de cette formule qui vient d'être annoncée. Oui. Vous n'avez pas, je ne sais pas si ça vous échappe, mais je pense qu'il ne faut pas que ça vous échappe que le président de la République vient de dire que le Cameroun règle ses problèmes. Et généralement, dans une opération ou alors une activité de dialogue comme celle-ci, il y a des médiateurs, il y a ci, il y a ça. Je pense qu'il prend la posture du médiateur et du chef de tout ce monde qui viendra défendre des positions et d'autres. Il a fait jusqu'à présent, il a eu à accepter des choses, à donner des choses, peut-être qui n'étaient pas au goût des uns et des autres. Mais moi, je voudrais souligner que il est bon et il est valorisant qu'un pays qui a connu un souci de prise de bec entre ses enfants, où il y a des malentendus, il est bon que ces gens-là se retrouvent entre eux. C'est plus valorisant pour le peuple que vous constituez. Et nous sommes en train de donner la preuve de notre maturité. Donc, il n'est pas bon que, ayant choisi cette formule, que nous la polluions avec des fixations du genre, est-ce que le président de la République, est-ce que... Il est bon d'ailleurs que si on pouvait le dire comme ça, le président de la République, c'est la plus haute personnalité de notre pays. Il est tout à fait normal que lorsque nous allons prendre une maman qui est victime dans le sud-ouest, elle a son ressenti devant un président de la République. Il peut me lui arriver qu'elle n'arrive pas à parler. Il peut arriver qu'elle perde ses moyens. Il peut arriver. Donc le pouvoir a ces réalités-là que nous avons vécu à un niveau intermédiaire où nous étions. Et c'est pas à ce niveau supérieur qu'on va dire qu'il n'existe pas. Donc, en résumé, je dis, le Cameroun veut donner la preuve de la maturité de son peuple. On a fait des histoires, ça a duré 3 ans. Il est temps que nous arrêtions et que nous engagions une autre démarche. C'est pour ça qu'il y aura, au-delà des sujets qui sont, on va dire, éminemment de la crise nord-ouest et sud-ouest, il y aura des sujets qui peuvent rendre plus harmonieuse la vie nationale. Le président l'a dit. Donc, c'est quelque chose de fondamental, c'est un instant assez important de notre vie nationale. Il vient peut-être
92, 91, autant de temps après la tripartite, nous avons vu les évolutions que la tripartite a introduites dans notre pays, dans notre vie publique. Nous pouvons être confiants et optimistes que cette autre étape va instituer dans la vie nationale et on va dire quoi, l'interopérabilité des acteurs, quelque chose qui veut dire sérénité, harmonie. Restons dans la dimension opérationnelle. Nous allons évoquer les thématiques dans un instant, la dimension opérationnelle, et vous faites bien d'évoquer la tripartite qui s'est tenue en 1991 sous la pôle d'un ancien Premier ministre décédé aujourd'hui, Sadou Ayatou. Est-ce que, en faisant une comparaison entre l'énoncé du président de la République et la réalité de la tripartite au début des années 90, vous pouvez accorder du crédit aux conclusions, ou bien vous pouvez penser que les effets de la conclusion ou des résolutions de ce dialogue seront prégnants sur la vie après septembre? Votre question renvoie à ce que je disais tout à l'heure, mais permettez-moi de revenir sur une chose que le ministre a dit, que je vous ferai respectueusement remarquer, monsieur le ministre, que ne pas regretter le temps qui s'est écoulé entre le début de la crise et la décision du président de la République d'ouvrir un dialogue national n'est pas juste. Parce que non, je parle de votre propos, parce que vous dites que oui, il était temps déjà depuis bien longtemps, mais maintenant que c'est fait, on est content. Et par ailleurs, au sujet des consultations, si on parle d'un dialogue national inclusif, il me semble que jusqu'à présent, c'est le RDPC qui a été consulté, parce que si je m'en tiens à certaines explications que le professeur a données, le professeur n'a pas dit que le RDPC non, il n'a pas dit. Il dit que c'est le RDPC dans tous les cas qui a décidé. Je veux bien, sauf que les acteurs majeurs de ce dialogue annoncé sont quand même du RDPC. Donc, il est peut-être bon de le rappeler et de dire que dans le cadre d'un dialogue inclusif, évidemment, nous saluons tout ce que le Premier ministre fait depuis qu'il est arrivé. À titre personnel, j'ai trouvé qu'il avait une démarche innovante et je l'ai trouvé vraiment très avenant sur le terrain, mais lorsque le ministre parle et insiste pour dire que le Premier ministre va définir, le Premier ministre c'est le premier... Du point de vue administratif. Du point de vue, oui, je voudrais quand même dire que nous parlons là d'un dialogue inclusif qui sort un peu des cancans des process administratifs habituels. N'est-il pas temps que maintenant que le chef de l'État a annoncé le dialogue, que les modalités pratiques de ce discours soient élaborées avec d'autres partis? Parce que là, c'est le gouvernement, et le gouvernement, Madame, malheureusement, de fait, le gouvernement, c'est le RDPC. Mais pour rétablir un peu les faits, le président de la République a annoncé que le Premier ministre va mener des consultations, et j'ai d'ailleurs fait un rapprochement entre ces consultations et celles qui avaient lieu avant la création de l'ECAM et qu'on sort. Ce qui me ramène à votre question de tout à l'heure. Vous savez la difficulté avec les annonces sans modalité et sans contrainte de temps, sans contrainte de compte rendu, c'est que on peut naviguer pendant très longtemps sans résultat. Et puisque le président n'a pas défini un délai après lequel la commission, qui je l'espère sera mise sur pied, incluant d'autres responsables, d'autres leaders d'opinion, des partis d'opposition, des leaders de la société civile et pas que le RDPC, s'il n'y a pas de modalité préalable, j'aurais du mal à répondre à votre question. Parce que par exemple, on a parlé de la décentralisation, le président a parlé de la décentralisation tout à l'heure, sauf qu'elle existe depuis des années. Ça fait très longtemps que la décentralisation existe dans notre constitution, elle n'est pas mise en œuvre. Donc, pour répondre à cette question, il faudrait que des précisions soient faites sur qui dialogue avec qui, après combien de temps la commission mise en place pour dialoguer rencontre au peuple camerounais ou même rencontre au président de la République. À ce moment, je pourrais répondre. D'autre part, permettez-moi je vous écoute. De le dire, Monsieur Tongué. Le président de la République a parlé de la décentralisation. Ça, c'est bien. De notre point de vue, au PCRN, nous pensons que la crise anglophone est une crise autonomiste qui part
prioritairement de la centralisation, la concentration du pouvoir. Si on doit creuser un puits dans un village et qu'il faut demander l'autorisation d'un ministre à Yaoundé et qu'après ça fait des goulots d'étranglement, c'est un problème. Si on a des moyens, on veut investir chez soi et qu'on doit demander l'autorisation d'une autorité administrative pour investir ses propres moyens pour les mettre au service du développement de sa communauté et que après ça fait 4-5 ans pour qu'on ait une autorisation, ça c'est un problème. Après il y a le cas des injustices sociales sur lesquelles on pourrait revenir, mais je voudrais revenir sur le cas de la décentralisation. Je ne sais pas si vous avez lu la loi d'orientation. Il faut les parcourir pour comprendre que jusqu'à présent, le pouvoir, les autorités administratives nommées continuent d'exercer un pouvoir non expliqué sur les autorités élues. Il me semble, si la décentralisation, c'est pour que les populations se prennent en charge, c'est pour que les collectivités se prennent en charge, alors ces textes doivent être réécrits. Donc, autant il faut nous expliquer les modalités du dialogue. D'ailleurs, même pour le président de la République lui-même, ça va lui permettre de suivre l'évolution de ce qui est fait. Autant faudrait-il peut-être qu'on parle même du contenu du dialogue. On parlera du contenu, il a effleuré les contenus, le président de la République, en indiquant que après les discussions que le Premier ministre mènera, on aura le substrat, on aura le texte final. Mais je vous rassure qu'on reparlera de décentralisation vers la fin de la discussion parce qu'on discutera de la forme de l'État. Le président de la République a un peu également évoqué la question. Alors, je voudrais revenir donc à cette tripartite, Olivier Bibou-Nissak. Un des effets immédiats de la tripartite de 91, c'est le large débat national. Et un des effets du large débat national, c'est la Constitution de 96. Et ce qui est attendu maintenant, c'est sa mise en œuvre. Est-ce que la mise en œuvre de la Constitution de 96 augure de lendemain qui chante pour la mise en œuvre des résolutions du grand dialogue national annoncé en septembre de cette année? Alors, on revient à la question de la bonne foi. Voilà. Et aussi, de toutes les façons, le fruit de ce travail ne peut que prendre une forme constitutionnelle. Si ce travail prend une autre forme, ça force son opposabilité, si je pourrais le dire ainsi, à l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire aussi bien les acteurs institutionnels que les citoyens. Cela pourrait être difficile. Donc, il va de soi que si on reste cohérent, cela aboutira au bas mot à une réforme constitutionnelle. Il y a aussi, et là c'est vraiment pour ma chapelle que je vais parler, j'ai une préoccupation quand même, c'est sur la qualité des participants. Nous avons, nos leaders, le président élu Moïse Kamto, Christian Pendaïkoka, Albert Djongan, Paul-Éric Kingé, et les cadres du MRC, comme le professeur Alain Foguet, Michel Ndoki, et tous les autres prisonniers politiques, qui aujourd'hui sont dans le cadre d'une procédure plus que questionnable, devant le tribunal militaire, des civils, jugés pour avoir marché pacifiquement. Et vous savez que, en ce qui nous concerne, ce sont les meilleurs d'entre nous qui sont là-bas. Et s'il faut que nous jouions toute notre partition dans le cadre d'un dialogue inclusif, il vaut mieux que ce soit les voix les plus sûres et les plus autorisées qui le fassent en nos lieux et places. Et donc, il y a cette interrogation-là. Comment s'exprimera durant ce dialogue l'alliance MRC-Ali? Comment? Parce que nous souhaiterions que l'injustice qui est commise en ce moment au tribunal militaire cesse le plus tôt possible pour que, naturellement, ce point de crispation puisse être adressé par nous durant ce dialogue-là. Devrait-on dire que le MRC attend une invitation du Premier ministre pour les échanges au cours de ce dialogue? J'ai l'impression que cela va sans dire. J'ai l'impression que cela va sans dire. Mais j'ai aussi l'impression que, si j'ai bien écouté ce qui était dit précédemment, c'est ouvert aux leaders politiques, aux personnalités de la société civile, ça veut dire ce que ça veut dire. Je crois que ça se passe de tout commentaire. Alors si le MRC était invité, il viendrait. Je crois que les formules qui ont été employées aujourd'hui renvoient très clairement à ce que les acteurs politiques camerounais soient présents. Ce qui a été dit, en tout cas dans les discours, ne laissez pas d'ambiguïté
à ce sujet-là. Et donc, m'insérant dans cette faille, je fais remarquer ce que je faisais remarquer tout à l'heure. Mais il peut s'en trouver qu'il y ait des leaders qui refusent, qui déclinent l'invitation. Alors, d'où le sens de ma question. Est-ce que si le MRC était invité, il accepterait l'invitation? La condition, je vous ai dit qu'il y aurait une communication officielle du président élu. C'est lui qui est habilité à prendre une position avec les alliés après s'être concerté sur ce discours. Je ne pourrais pas, moi, engager la résistance nationale pacifique sur un point aussi sensible. Je vous disais tout à l'heure d'ailleurs que je me contenterai de certains commentaires, parfois souvent personnels d'ailleurs, et la question que vous posez fait partie de celles auxquelles je ne pourrais pas répondre parce que je ne suis pas habilité à le faire. Mais vous nous avez laissé croire que si le MRC devait être représenté, ce serait à travers sa technostructure. C'est mon souhait. Ouais. Je parle là à titre personnel et je fais remarquer que vous ne trouverez pas un patriote authentique qui émette des réserves sur l'idée d'un dialogue national. Vous n'en trouverez pas. Il va de soi que l'état dans lequel se trouve la région nord-ouest, les régions nord-ouest et sud-ouest préoccupent tout véritable patriote. Cependant, je fais juste remarquer au passage que nous avons d'autres griefs. J'en ai soulevé un tout à l'heure. Il y en a sur la légitimité présidentielle. Nous en avons d'autres. Et nous pensons que il faudrait, lorsque certaines choses sont articulées, que cela soit aussi gardé en arrière-plan. Alors, allons aux éléments de langage proposés par le président public. Au principal, on l'a noté, le grand dialogue national, ce sera autour de la question de la sécurité dans le NOSO, ou bien de la crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Au secondaire, c'est moi qui le dis maintenant, au secondaire, et au principal également, c'est que moi qui le disais, mais le président a bien hiérarchisé les préoccupations. Alors on a l'unité, l'intégration, le vivre ensemble. Comment vous appréciez la sélection de ces éléments de langage que le président propose? Bon, dans cette situation que nous vivons aujourd'hui, c'est qui frappe. C'est l'absence de paix. C'est l'absence de paix. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de Camerounais qui ont pris des armes contre la République. Et donc, la préoccupation majeure dans l'esprit de tous les Camerounais et le souhait de tous les Camerounais, c'est que la paix revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En prenant les armes, ces groupes de Camerounais ont mis en danger le vivre ensemble. Donc, le vivre ensemble est au cœur de nos préoccupations. Donc, il y a le besoin de paix, le besoin de consolider, de solidifier le vivre ensemble. Je pense que tout ça va ensemble. C'est-à-dire que le manque de paix est la conséquence de la fragilisation du vivre ensemble. Et donc, implicite dans les propos du président de la République est l'idée selon laquelle nous devons tous travailler pour ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous devons travailler à consolider le vivre ensemble, non seulement dans ces régions, mais sur toute l'étendue du territoire camerounais. C'est ça qui est implicite dans le discours du président de la République. Alors, Anne Fégon-Noah, comment vous avez trouvé donc ces propositions de discussion? On parlera de la crise anglophone, mais certainement du tribalisme aussi, puisque le président évoque le vivre ensemble. Est-ce que ça vous paraît opportun maintenant d'emballer tout cela? Est-ce que mettre dans la même palette la question de la crise anglophone, les questions liées au vivre ensemble et donc l'effritement du sentiment national et l'intégration paraît opportun pour vous? Oui, en effet. Ça me paraît opportun, d'autant plus que même si ce sont les compatriotes des deux régions anglophones qui ont levé le ton sur leurs revendications, il est difficile de dissocier complètement, c'est-à-dire jusqu'à un certain niveau, les revendications des populations des zones
anglophones de celles des zones dites francophones, des 8 autres régions du pays. Donc c'est un problème d'ensemble qu'il faut traiter au fond, parce que si on ne traite que de la crise anglophone de manière explicite, de toutes les façons, on ne pourrait pas la traiter sans aborder de manière globale les difficultés que rencontre le Camerounais moyen aujourd'hui et qui contribuent à l'effritement de ce sentiment ce sentiment patriotique. Vous avez parlé de tribalisme tout à l'heure. Déjà de notre point de vue, ce sont des tares qui servent même en zone anglophone, et il y aura 8 autres régions du Cameroun qui auront un autre type de problème. Maintenant, si ça peut se résoudre de manière globale, c'est bien. Tout le problème reste le contenu. Comment est-ce que ça va se résoudre maintenant que les grandes lignes sont données? De quoi est-ce qu'on va traiter? Par exemple, pour préciser ma pensée, pour lutter contre le tribalisme, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que la commission, qui je l'espère sera mixte? Parce que si ce n'est que le RDPC, c'est problématique. Maintenant, qu'est-ce que cette commission va nous proposer? C'est pour cette raison qu'il est important d'impliquer d'autres acteurs. Ça ne peut pas s'arrêter au RDPC. Au PCRN, par exemple, nous avons des propositions fermes, concrètes, bien élaborées pour lutter contre le ministre qui est du RDPC. Je n'ai rien contre le RDPC, mais c'est un problème global et les solutions vont venir de partout. Il faudrait que tout le monde soit impliqué. Olivier Bibounissak. Oui, je voulais faire une petite observation concernant ce qui avait été évoqué aussi dans le discours. C'est que à un moment, il a été question de s'agissant des exactions qui ont été commises, il y a eu un rappel, on dira, des exactions commises par les sécessionnistes. On n'a pas vu de rappel concernant les griefs qui étaient faits mais par les civils à l'encontre de quelques brebis galeuses dans les rangs de nos forces de défense. Je crois que, j'espère en tout cas, que cela n'augure pas d'un masquage de cela le moment venu, parce que faudra qu'on ait la franchise de mettre les pieds dans le plat. Tout à l'heure, j'écoutais le professeur Edmond Biloa qui disait c'est la fragilisation du vivre ensemble qui a entraîné la fragilisation de la paix, notamment dans ces deux régions-là. Je ne souscris pas à cette manière de voir. Je crois que c'est la plus que calamiteuse gouvernance camerounaise qui est responsable de la dégénérescence de la situation qu'on a vue au Nosso. Et si on ne le dit pas, ce qu'on fait de la langue de bois. Or, si on va vers un dialogue, la moindre des choses qu'on attend des acteurs, c'est qu'ils se disent franchement et les yeux dans les yeux la vérité. Donc, je pense aussi que on imagine très bien que la question des politiques publiques sur certains pans sociaux sera posée. Et que, bien entendu, il y a des gens qui demanderont qu'on leur explique pourquoi il y a des personnes chez elles qui manquent à l'appel, qu'il y a des villages qui ont été détruits, et que ce n'était pas forcément par l'action sécessionniste. Il faudra qu'on se dise ces vérités-là en toute franchise. Si on commence avec la langue de bois maintenant, et on essaye de politiser les thématiques qui seront soulevées là-bas, je crains que ça crée une atmosphère qui ne sera pas propice à ce que les gens s'asseyent pour avoir justement ces assises. Alors Patrice Ambassala, est-ce qu'il faut passer par perte et profit les exactions commises par les forces de défense sur des civils? Non. Non. Oui. J'ai peur de quelque chose. C'est quoi? C'est que le président vient d'envoyer la balle du côté des corps sociaux, politiques, de société civile. Et ces corps ont l'impression, ils me donnent l'impression de ne pas vouloir savoir saisir cette balle-là. Je voudrais dire à la représentante du PCRN que le premier sujet des discussions, c'est les formats. Les formats, c'est les profils des personnes aux besoins des noms des personnes. Et qui discute des formats? Le Premier ministre va discuter de ces formats et de tous des calendriers et ainsi de suite avec les forces de la société civile politique que vous représentez et les forces religieuses, les autorités religieuses, ainsi de suite. Toutes les forces vives de ce pays vont être consultés. C'est plus clair maintenant. Et leurs avis constitueront l'élément qui constitue une trame qui fait que ce que nous allons faire soit acceptable
le RDPC, il faudra bien qu'on s'habitue avec parce que c'est une force politique. Il ne faudra pas que on la rapetisse parce qu'on va faire le dialogue. Non, il n'est pas question qu'on crée une autre représentativité sociale. Donc nous n'avons pas de souci à se faire parce que les sujets sur lesquels nous parlons, et je voudrais vous prendre avec moi, peut-être pas pour le RDPC, pour dire que cette société, il y a ici des consensus minimum sur lesquels on ne doit pas discuter. On doit être d'accord que les sécessionnistes qui ont pris les armes, ils ont été sanctionnés. Le président a dit qu'il y a une possibilité de pardon. Nous allons discuter de toutes ces choses-là. Si nous estimons qu'ils méritent un pardon, on va le soumettre au chef de l'État pour dire nous pensons, nous Camerounais, de toutes les obédiences, que ces gens méritent un pardon de la nation pour que les choses aillent normalement. Donc il ne faut pas qu'on commence à s'auto-censurer. Il faut y aller franco et proposer au Premier ministre tout ce qui nous semble pertinent pour régler le problème du Cameroun aujourd'hui. Sauf que il faudra bien se rendre à l'évidence de ce que si une idée est mise en minorité, pas électorale avec le RDPC et tout le reste, il peut arriver que des arguments mettent un autre argument en minorité. Il faut savoir l'accepter parce que la bonne foi dont parle mon chef Bibou Nissak, elle n'est pas d'un seul côté. Il faut que la bonne foi soit de part et d'autre et qu'on sache admettre que là, l'intérêt du Cameroun nous commande de rester et de discuter, de ne pas poser ceci parce que c'est pas d'intérêt national et de ne pas poser cela parce que ça pollue peut-être le débat. Donc c'est toutes ces choses-là que vous et le Premier ministre allez discuter et armez-vous de tout ce qui est possible pour que la pertinence de ces choses-là soit indiscutable. Donc maintenant, les thèmes que le président donne, qui sont susceptibles d'être enrichis, il a bien dit, c'est des thèmes directeurs. C'est des thèmes directeurs pour structurer le débat, pour structurer les discussions, pour structurer le dialogue, comme on dit. Il est quand même pas bon qu'on vienne là et puis on se met à parler de tout. Il faut qu'on parle de ci et qu'on tire les conséquences qui vont avec pour parler d'autre chose, pour avancer. Donc moi je pense que c'est bon, je l'ai entendu ici, le discours d'aujourd'hui remet les choses en place. Les Camerounais doivent pouvoir se parler. Et pas seulement se parler, les Camerounais doivent agir pour que leur pays soit ce pays qu'on n'aurait jamais dû perdre pendant ces années qui viennent de passer. Donc c'est une interpellation qu'il faut lancer. C'est à l'endroit du chef de gouvernement pour dire il faudra peut-être réinventer la façon de faire. C'est pas administratif. Nous sommes ici dans quelque chose qui est éminemment politique. Donc c'est pas forcément les ateliers ou les séminaires qu'on fait, non. C'est la recherche de quelque chose de fondamental qu'il faut savoir soutenir et démontrer au chef de l'État que le corps social camerounais a besoin de ci et de ça. Donc moi je pense qu'il faut qu'on soit optimiste et qu'on soit généreux dans la réflexion et qu'on ne mégote pas, qu'on sorte comme tous les agendas. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'agendas cachés. Hein. Parce que s'il y en a, ça fausse un peu les choses. Parlant justement d'agenda, pour ce bureau qui ira proposer le RDPC à ce grand dialogue national. Vous ne nous direz pas que, puisque le président national du RDPC vous suivez, le comité central s'organise quand même. Oui, non. Donc le comité central conduit une longue réflexion sur la situation qui prévaut en ce moment. Et le point de vue du RDPC sera présenté le moment venu. Donc je peux parler en termes généraux et dire que ce serait bien que tous ceux qui seront pressentis pour être des intervenants directs dans ce grand dialogue national, il se serait bien qu'ils le préparent. Et qu'ils le préparent pour que
on puisse travailler avec diligence et avec efficacité. Ce n'est pas arrivé dans la salle qu'on va commencer à réfléchir. Ce serait bien que les gens réfléchissent avant. Vous avez des propositions. Beaucoup de travaux ont été faits, le PCRN et le MRC, notamment par la société civile, par les églises, par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, qui avait soumis un rapport que nous avons tous lu. Et ces rapports résument très bien le sentiment des Camerounais. Et quand on lit ces rapports, on se rend très bien compte que on n'a pas été tendre envers les gouvernants. Donc par conséquent, ce serait bien que les gens, tous ceux qui seront impliqués directement dans ce processus, dans ce grand dialogue national, le préparent. Et qu'ils soient francs. Et qu'on puisse trouver des solutions à même d'arrêter la situation qui prévaut aujourd'hui dans la région du Nord-Ouest et dans la région du Sud-Ouest. À titre de rappel, vous savez que la tripartite avait eu pour effet immédiat d'arrêter les villes mortes. Donc, on attend de ce grand dialogue national que les conflits armés dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Et donc, il y va de la crédibilité non seulement du gouvernement, mais aussi des participants. Parce que cette fois-ci, aucun participant ne pourra plus dire « on ne m'a pas entendu ». Tout le monde devra être entendu. En fait, Noah, le PCRN proposerait quoi à ce dialogue pour qu'on enterre la hache de guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et que le tribalisme recule au Cameroun? D'abord, il faut peut-être remercier Monsieur le ministre pour les précisions qu'il a apportées. Je pense que si le président avait donné ces détails pour dire que c'est un dialogue, enfin dit en quoi le dialogue sera inclusif, peut-être que je n'aurais pas eu besoin de poser la question. Maintenant, je ne sais pas s'il engage le président de la République ou le RDPC ou le discours. Bon, après, chacun peut faire des interprétations du discours qui est selon sa sensibilité, mais si c'est le cas, c'est bien. On verra bien maintenant sur ce que nous proposons concrètement. Nous avons proposé le régionalisme. Parce que ce n'est pas difficile de mettre ces choses en œuvre. Déjà, a priori, nous pensons que le seul fait que les gens s'asseyent va déjà contribuer à décongestionner un peu l'atmosphère. Ça, c'est déjà bien. Le professeur Edmond Milo l'a dit tout à l'heure. La première conséquence de la tripartite a été l'arrêt des villes mortes. Mais maintenant, lorsqu'on sait que les résolutions prises, notamment la modification constitutionnelle et les ajouts qui ont été faits, n'ont pas été mis en œuvre jusqu'à présent et que des années plus tard, nous avons des problèmes parce que les résolutions de la tripartite n'ont toujours pas été appliquées. Je ne suis pas sûr qu'il faut être très optimiste de ce point de vue. Peut-être faudrait-il que les résolutions qui seront prises soient accompagnées d'un processus de mise en œuvre encadré par le temps, de façon précise, qu'on sache que de telle période à telle période, voilà ce qui va être fait concrètement, notamment la mise en œuvre de la régionalisation, parce que de notre point de vue, c'est une crise autonomiste. Il faut véritablement autonomiser les régions du Cameroun, autonomiser les communes, parce que le problème aujourd'hui, le Cameroun c'est un pays riche, tout le monde le dit, mais les Camerounais sont pauvres. Et les Camerounais sont pauvres parce que le potentiel n'est pas suffisamment mis en œuvre. Et si le potentiel n'est pas mis en valeur, je veux dire, si le potentiel n'est pas mis en valeur, c'est pour un certain nombre de présenteurs que j'ai déjà cités tout à l'heure, notamment la concentration du pouvoir. Et il est temps de laisser les populations se prendre en charge, définir leurs problèmes, leurs politiques de développement, même si l'État central peut continuer de faire la coordination. De manière concrète, ça va consister à compléter les textes sur la régionalisation. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, vous avez l'article 8 de la loi d'orientation qui vous dit que si le conseil régional se réunit en dehors des périodes légales dédiées à ces réunions, le représentant de l'État peut immédiatement arrêter la réunion. Il peut
on a un problème. Ça veut dire que la concentration, parce que je préfère parler de concentration du pouvoir et même pas de centralisation, aura simplement changé de nom. Donc, première chose, il faudrait que ces textes soient complétés immédiatement. On ne peut pas aller débattre de la mise en œuvre de la décentralisation en l'état actuel des textes. Ce n'est pas pertinent parce que ça ne va résoudre aucun problème. On va changer les nomenclatures, mais on sera dans le même système de fonctionnement. Il faudrait réfléchir sur la question de l'autonomisation des mairies. Il faut que les maires puissent travailler. Nous pensons que la mairie doit être... Nous allons transformer les communes en unités de production agricole. Un avantage que nous avons au Cameroun, nous avons des terres fertiles. Et le président l'a d'ailleurs toujours... que vous allez gagner. Toujours dit, les mairies que nous allons gagner, même si c'est vous qui gagnez les mairies, nous pensons que ce sont des propositions viables. Voilà. Ce sont des propositions viables, des propositions qui vont permettre aux populations de se prendre en charge. Parce que quand les gens souffrent et que l'État ne peut pas les accompagner aujourd'hui, l'État a montré ses limites, ils ne peuvent même pas se déployer. Les politiques publiques ne sont pas de nature à permettre aux populations de se prendre en charge. Par prise en charge, je ne dis pas que l'État doit forcément donner les moyens aux populations, mais qu'on laisse les gens se déployer, que les populations puissent s'asseoir avec leurs élus, parce que ce sont les élus qui rendent compte au peuple. Ce ne sont pas les autorités nommées. Que chaque fois on ait un sous-préfet qui est au-dessus du maire, alors que c'est le maire qui rend compte aux populations, on a un problème. Donc qu'on permette aux maires et aux conseils, aux exécutifs régionaux de travailler. Ça va passer donc par la réécriture de ces textes. À ce sujet, nous allons déposer un projet, nous allons faire une proposition de loi sur la régionalisation. Ce sera plus détaillé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. On peut parler de tous ces détails. Je réponds à la question. Je vous promets, professeur. Je vous promets, professeur, je ne peux même pas donner ici sur ce plateau 1% des propositions que nous avons, parce que nous en avons beaucoup. Si le gouvernement était un peu plus ouvert et estimait que les partis d'opposition peuvent avoir des propositions pertinentes qu'il ne faut pas forcément repousser, peut-être aurions-nous limité les cases. Donc je ne suis même pas. Je parle des grandes lignes de ce qui se rapporte au discours qui a été au discours du président de la République. Donc il y a ça, vous avez parlé de tribalisme tout à l'heure, ça passe simplement par les quotas dans les recrutements. Est-ce qu'on peut légiférer à l'issue du grand débat national sur le tribalisme? Est-ce qu'on peut pénaliser le tribalisme? Oui, en effet, c'est ce que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale propose. Si vous avez parcouru le programme du président, oui, vous en seriez aperçu. Effectivement, il faut légiférer, il faut prendre des mesures fortes pour sanctionner le tribalisme, mais au départ, il faut encadrer, parce que après le tribalisme, c'est un terme un peu générique, qu'on a tendance d'ailleurs à vivre beaucoup plus sur les réseaux sociaux, parce qu'en pratique, ce n'est pas forcément ça, mais il faudrait encadrer un certain nombre de secteurs de la vie publique dans lesquels le tribalisme peut s'exprimer. Ça passe par les politiques de recrutement, que ce soit dans les entreprises publiques comme dans les entreprises privées. Donc, je ne vais pas énumérer tout ça, je me limite à ceux qui se rapportent au discours. De manière globale, c'est ça que je pourrais dire. Il faut autonomiser les populations, autonomiser les communes, autonomiser les régions. Est-ce qu'il faut continuer, Olivier Bigou-Nissak, de discuter sur la mise en œuvre de la décentralisation 23 ans après la promulgation de la Constitution, c'était le 18 janvier 1996. Est-ce qu'il faut passer à autre chose? Est-ce qu'au cours du grand débat national, il arriverait que le MRC propose autre chose que la décentralisation? D'abord, la décentralisation camerounaise, excusez-moi pour l'emploi du terme que je vais employer, est un avorton. C'est un mort-né. Et je crois que je parle sous l'autorité de quelqu'un qui a été une édile, un maire, le ministre Ambassadeur. Oui, je vous suis très précisément. Voilà. Je pense que dans le cadre y compris des griefs qui ont souvent été soulevés par, je vais citer les CVUC par exemple, les communes et villes unies du Cameroun, les complaintes qui reviennent à chaque fois sont une réelle décentralisation des ressources, des pouvoirs, à chaque fois on a l'impression là c'est même pas la chèvre qu'on donne et on garde la corde, non, c'est le sabot gauche de la patte arrière de la chèvre qu'on donne et on garde la chèvre et toute la corde avec. Donc c'est évident qu'il faudra faire un débat là-dessus. Et d'ailleurs, il faudra faire un débat sur le fédéralisme. Parce que il ne faut pas
qu'un malentendu continue de prospérer. C'est-à-dire qu'à l'époque où il y a eu un référendum sur l'État dit unitaire, ceux qui l'ont pensé, 72. voilà, ceux qui l'ont pensé ont donné à croire à l'opinion que dans État unitaire, c'était l'unité du peuple, alors que c'est la modalité administrative. Et vous voyez que à ce moment-là, on est tombé dans le travers dans lequel nous sommes jusqu'aujourd'hui. Certains ont l'impression que lorsqu'on parle de fédéralisme, on parle d'un État au niveau duquel le peuple n'est plus uni, n'est plus un, n'est plus indivisible. À ce moment-là, on ne parlerait pas du peuple américain, des États-Unis, ou du peuple allemand, parce que ce sont des fédérations. Ou nigérian, tout près de nous. Ou du peuple nigérien. Donc, il faudra que la question du fédéralisme soit abordée. Et là, ça renvoie à une chose qui était évoquée tout à l'heure par le ministre Ambassadeur lorsqu'il disait il faudra que certains acceptent que les idées minoritaires soient passées sous cap. Non. Pas sous cap, sont mises en minorité. Mais justement, non. Il faut justement qu'il y ait un débat sur la modalité qui permet d'adopter X ou Y idée. Absolument. Est-ce que c'est une proportionnelle? Est-ce que c'est majoritairement? Il faut qu'on débatte. Parce qu'il y a des gens qui seront par essence minoritaires. Il y en a qui par essence seront minoritaires durant le débat. Et donc, si c'est la seule modalité qui est prise en compte, ça faussera le débat, précisément. Il y a aussi le fait que, je dis d'emblée que, s'agissant de l'alliance MRC et Alliés, au lendemain de son arrestation, le président et lui et ses alliés ont rendu public un mémorandum. Ils ont eu une activité épistolaire très riche et ils sont à chaque fois revenus, mais sur un train de mesures concernant et l'organisation d'un dialogue inclusif et les étapes éventuelles et comment cela pouvait de façon pratique prendre forme. C'est d'ailleurs pour ça que je disais, je veux croire que c'est parmi les idées constructives et réalistes qui ont été retenues. Mais j'attire maintenant l'attention sur un petit biais, parce qu'on parlait d'agenda caché. Nous avons mis sur la table, je rappelais tout à l'heure, les griefs que nous avons contre le régime de Yaoundé. Et aujourd'hui, si vous prenez la question du Nosso, on en est arrivé là parce qu'il y a quelques décennies, le suffrage des populations de cet endroit-là n'a pas été respecté. Parce qu'elles ont exprimé... À l'occasion de quelle élection? Lorsqu'on a parlé de la réunification, je parle d'un suffrage, un référendum. Ok, le référendum. Ce sont des suffrages qu'on exprime. Et donc, un des griefs, parce que la marginalisation est sans cesse rappelée, mais un des griefs, un des points d'achoppement part aussi de là. Parce qu'il y en a qui estiment avoir été tués. Oui. Or, ce fil d'Ariane que sont l'expression des suffrages et leur gestion, vous voyez qu'on retombe dans le même travers lorsqu'on est à l'occasion de l'élection présidentielle de l'année dernière, qui a été émaillée de fraudes scandaleuses. Et vous voyez que aujourd'hui, ce résultat s'impose à nous de manière bien douloureuse. Et nous en faisons les frais, y compris dans notre échelle. Alors, vous imaginez bien que si cette question est posée, il y en a qui risqueraient de dire que c'est un agenda caché. Mais la vérité est que ça a une implication immédiate sur l'atmosphère socio-politique nationale et plus particulièrement encore dans ces deux régions du Nosso. Donc, le dialogue, c'est pour cela que sur un commentaire personnel, je faisais remarquer tout à l'heure que il sera le contenant que les participants auront voulu qu'il soit. Parce que une fois que le principe est validé, il appartient aux parties prenantes, mais de s'arroger toute la place qui leur revient et de pousser aussi loin possible que cela plus loin possible. Aussi loin que possible les idées sur lesquelles ces parties prenantes pensent que notre pays peut avancer, doit avancer. Et donc à ce moment-là, on ne pourra pas garder les gens dans une camisole en disant c'est pour cela vraiment il faut qu'on sache si une idée est mise sur la table, qui en débat, est-ce qu'il y a un jury entre guillemets qui est mis en place sur la validation de telle ou telle idée, est-ce que c'est sur la modalité d'un vote sur Olivier, et puis je voudrais dire que les principes comme cela sont les préalables pour entrer dans les dialogues. C'est ces termes-là qui permettent d'entrer effectivement dans le dialogue parce que ça rassure
les uns et les autres. Mais je vous promets, je vous le conseille. Je vous promets. On est d'accord sur ce principe. Bon, vous voyez, le souci vient de ce que, si vous permettez que je reprenne la parole, et je vous en prie, le souci vient de ce que la bonne foi, je reviens toujours là-dessus, la bonne foi de ceux qui ont la main, parce qu'il y en a qui ont la main, et le premier d'entre eux a parlé tout à l'heure. Et vous a donné l'impression d'être de mauvaise foi. Je n'irai pas jusque-là, mais je m'interroge quand même lorsque... C'est déjà ça. Vous pouvez bien comprendre qu'on s'interroge lorsque, sur une question aussi sensible que celle de, voilà, on convoque le dialogue, mais dans le même temps, on stigmatise certains. C'est à un moment on a envie de se dire si on y va franchement, je vais vous expliquer. On y va franchement. Et puis pour la querelle, on la fera pendant le dialogue, mais on ne donne pas l'impression de quitter du statut de celui qui est au-dessus de la mêlée pour rentrer dans la mêlée et commencer déjà à admonester et stigmatiser certains, de sorte que au moment où ils arrivent dans le dialogue, ils sont déjà auréolés d'une sorte d'étiquette négative. Ces gens-là, ça pourrait les refroidir. Donc c'est ce point-là que je souligne, c'est-à-dire il faut de la bonne foi, c'est très important. Il faudra la bonne foi. Et des gages de bonne foi. Mon cher Olivier, il faudra pas qu'il y ait, en plus de la bonne foi, une délicatesse insupportable. Lorsqu'on parle des affaires d'un pays, il y a certaines préventions qu'il faut savoir mettre de côté. Il y a une sensibilité qui n'est pas à l'ordre du jour. Il y a quelque chose qu'on pourrait classer dans le cas de Jérémie. Le débat qui doit s'ouvrir là, les négociations et le dialogue qui doit s'ouvrir, sont des choses qu'on doit faire de façon froide, dans l'intérêt du pays, et pas forcément pour contenter une ou deux personnes. Il ne s'agit pas de ça. Il est question de mettre l'État au-dessus de tout ça, et que si les exigences d'un groupuscule deviennent de la surenchère, que le pays sache avancer sans s'arrêter sur ces choses-là. Parce qu'on a tendance à mettre au niveau des préalables des choses qui sont véritablement des éléments de surenchère. Le président de la République a précisé, et il faut souffrir de ça. Lorsque vous êtes père d'une famille, vous admonestez, vous encouragez, vous félicitez. Vous ne pouvez pas garder ou gérer un pays uniquement en faisant table rase de ce qui s'est passé. Il y a des choses dont on ne doit pas constituer les acteurs comme des héros. Il y a des choses où on doit sanctionner les acteurs de certains actes. Et ça, il y a quelqu'un qui est là. Nous sommes en train de constituer un état de droit. Nous renforçons un état de droit. Et l'état de droit voudrait que à infraction équivale une sanction. Si le pardon vient passer en dessus, c'est tant mieux pour la République. Mais la République que nous voulons construire, vous aussi, c'est celle qui veut que lorsqu'on a posé un acte qui prend les allures d'une infraction, qu'on en réponde. Lorsque cela est intégré, on peut dire nous sommes en train de construire. Et il ne sera pas bon que nous pensions que on pourra faire. Le président l'a dit, et moi j'essaie de reprendre seulement ce qu'il a dit. Que est-ce qu'on est donc libre maintenant de faire quelque chose et de créer une situation normale dans un pays pour qu'un dialogue vienne effacer ça? Ce sera un dangereux précédent, M. Tongue. Donc je voudrais que Olivier et moi on s'accorde dessus. Nous sommes totalement d'accord pour que la bonne foi enrobe tout ce qui va se faire. Nous sommes tout aussi d'accord pour que la surenchère ne s'immisce pas, ne s'insinue pas dans les interstices de cette affaire, parce que c'est ça qui pollue. Alors, mais je voulais finir en disant, je ne vais pas vous couper, je voulais finir en disant que ce discours-ci, M. Tongue,
Il faut que toutes les forces de la République du Cameroun se rendent compte qu'il n'est plus question de faire des lockdowns. Il n'est plus question de faire des villes mortes. Il est question de venir à la table de négociation qui doit s'ouvrir là dans un mois. Et pour des gens qui ont appelé un dialogue pendant 3 ans, le président est même allé loin. À la fin du mois, on aurait pu dire, s'il n'y avait pas de préparatifs, comme vous avez des propositions, vous avez parlé de ce dialogue depuis toujours. Le temps est venu, venez qu'on en parle. Le temps qu'on donne pour la fin du mois est celui de préparer quelque chose qui puisse être digeste et qui puisse nous conduire à des rivages un peu plus rassurants. Okay. Donc, monsieur Bounissa, il faut qu'on s'entende sur quelque chose. Est-ce que vous et moi, nous sommes en mesure de dire au sortir, après avoir suivi ce discours, mes chers enfants, allez à l'école, parce que les parents vont parler des choses. Je vais répondre à cette question. Voilà, les parents vont traiter les affaires. Même si ce n'est pas vous qui avez lancé les voilà, c'est ça. Je voudrais aussi, pour répondre à cette question, constater une chose. Les jérémiades ont quelque chose de charmant. C'est qu'elles traduisent l'humanité des gens. C'est pas des robots qui viendront faire le dialogue national. C'est des êtres humains avec une sensibilité dont ils ne peuvent pas se départir. Oui. Lorsque quelqu'un a vu sa maison brûler, a vu ses champs détruits, a vu des membres de sa famille assassinés sous ses yeux, lorsque quelqu'un est allé marcher avec un arbre de la paix pour dire « we want federalism » et on lui a tiré dessus, on ne lui dit pas de cesser ses jérémiades. Non, c'est pas de celle-là que je parlais. Donc, parce que ça, c'est des pleurs. Commençons donc à fignoler avec les mots. Il faudra bien que jérémiades pleure. En outre aussi. Vous êtes souvent assez, on va dire quoi. Non, parce que, monsieur le ministre, vous avez dit, il y a des sensibilités qu'il faut savoir taire. J'ai été parfaitement attentif. Oui, ce n'est pas. Et donc moi j'ai bondi parce que je me suis dit. C'est pas de ces victimes. Parce que ce dont je parlais en amont s'inscrit dans cette logique-là. Or c'est ce que vous avez gentiment qualifié de jérémiade. J'ai vraiment sursauté mon point de Je vous ai pas répondu à vous. Mais bon, je disais aussi que le pater familias n'admoneste pas un seul camp. Il ne dit pas à certains j'ai vu vos fautes et les autres il les met derrière lui. Il n'a pas d'enfant préféré à qui il passe tous les caprices. Absolument. Il se met au-dessus de la mêlée et il montre qu'il est neutre lorsqu'il est légitime. S'il admoneste un seul camp et protège les autres, il y a un souci. Donc, si on prend 2019, nous sommes 1 an après 2018. Nous étions supposés organiser par exemple la CAN 2019. Nous ne l'avons pas organisé. Nous avons des milliards qui se sont envolés en fumée. Je n'ai vu personne admonester de la part de ceux qui étaient en charge de la gestion de ces fonds. Je n'ai vu personne admonester de la part de ceux qui ont manqué un engagement national sur lequel notre fierté a été blessée. C'est un ancien membre de la commission d'organisation de la CAN. Mais c'est pour dire que qualité de ministre des Travaux publics, bien sûr. C'est pour dire que tellement, en effet, nous ne sommes pas dans la jérémiade, qu'il y a des points, en effet, qu'on n'a pas soulevés. Parce que justement, il faut rester focus sur ce qui est le plus important. Ouais. Sinon, on aurait pu rappeler ça. Sinon, on aurait pu rappeler que d'affirmer que depuis le début du mandat, à l'époque où il était légitime, on a toujours combattu la corruption. Nous, on peut en douter parce que je vous donne l'exemple de l'organisation de la CAN 2019. Donc, si on voulait être dans la jérémiade, il y a de la matière à faire de la jérémiade. Mais restons sur le principe de ce qui a été posé comme question tout à l'heure. Il faut que les lockdowns s'arrêtent. Il faut que les ghost towns s'arrêtent. Oui. Mais ne demandons pas à un arbre de produire des fruits alors que l'arbre n'a ni été planté et n'a même pas poussé. Ne commençons pas à demander le fruit du dialogue national. Pas ça, le fruit. Ne demandons pas le fruit du dialogue national, déjà avec en plus un ton un peu sentencieux et martial. Il faut que telle chose cesse, il faut que telle chose cesse. Non. Si nous sommes sur le principe qu'à l'inverse, vous suggérez qu'on maintienne les lockdowns et les... Voilà. Ce que je suggère, c'est que parce que si on se lance sur le terrain glissant des préalables, les autres vous opposeront des préalables. On en sortira. Ok. Ce que je crois,
ce qui serait le plus raisonnable, c'est au lieu de commencer déjà avec des exigences, supposons pour Yaoundé, eh bien, qu'on présente donc des gages, qu'on soit les premiers. On a dit il y aura un dialogue, très bien. Voici une mesure de désescalade. Je voudrais pas suggérer. Il y a de la matière sur ce plan-là. Voici une mesure de désescalade que nous prenons, qui est un gage de bonne foi. Qu'est-ce que les autres font en face? Ce n'est pas le retrait des troupes, de la démilitarisation, comme sujet le SDF. Non, vous avez des personnes dans le cadre de la crise au Nosso qui ont été arrêtées à l'époque où les revendications étaient parfaitement pacifiques et républicaines. Vous pensez à Kim Mancho BBC, par exemple? Et autres, ils sont presque un On l'a millier. condamné. Oui. Et ces personnes qui ont été arrêtées à l'époque où c'était des revendications pacifiques sont traitées aujourd'hui avec une association d'idées avec ceux qui, eux, sont dans la revendication violente et armée. Et pourtant, ces personnes n'ont jamais pris les armes à aucun moment. Qui assument des que ce revendications soit. sécessionnistes. Et ces personnes-là n'ont par contre jamais pris les armes, et il y en a parmi elles qui sont majoritairement fédéralistes. Et quand bien même, sur la question extrême du sécessionnisme, quelqu'un en parlerait, tant qu'il se borne à en parler, qu'on en fait un débat, tout va bien. Le souci, naturellement, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est d'ailleurs pour ça que le président élu a toujours dit toutes les options sont à mettre sur la table, à l'exception de la sécession qui n'est pas une option. C'est bien votre exercice. Donc, j'écoutais pourtant patiemment tout à l'heure. Je vous ai... Non, mais j'écoutais patiemment. On n'a pas lancé de ghost town. J'écoutais patiemment tout à l'heure. J'écoutais patiemment tout à l'heure. Permettez-moi que je ne comprendrai pas que la question de l'école commence quand elle me soit posée parce que je suis né à la tête d'un groupe. Voilà, vous m'avez dit tout à l'heure que il faut que peut-être que les signaux commencent à Yaoundé. Si on commence à parler de préalable. Des escalades. Oui, parce que vous avez parlé des préalables tout à l'heure. Vous avez par exemple dit qu'il fallait que les gauches tendent. Je parle d'une communauté qui appelait de tous ses voeux le dialogue national. Et on vient de dire le dialogue national, il est donné, il est ouvert. Il va se dérouler dans telle condition. C'est ça qui était la demande forte pour que nous soyons soit en train de nous radicaliser, soit en train de faire ceci. Monsieur le ministre, la demande forte n'attendait pas une promesse, elle attendait le dialogue. Là, il est promis, il est annoncé. Je continue, monsieur. Il n'a pas eu lieu. Monsieur. Le sujet que Patrice Amas va répondre rapidement et qu'on sorte de ce petit face-à-face entre vous. Le dialogue est donc annoncé. Voilà. Vous estimez, nous pensons que nous devons en chorus dire nous avons déjà le dialogue. Nous pouvons commencer une vie normale parce que nous allons discuter des choses qui nous fâchaient. Nous n'allons pas attendre que on ait vu ci, qu'on ait vu ça pour que l'enfant rentre à l'école, que la maman elle vende son macabo et que l'autre aille au champ. Ce n'est pas possible. On ne va pas attendre que, je ne sais pas, qu'on ait validé, je ne sais pas quel calendrier pour dire que maintenant vous pouvez enlever les spots, comme on appelle les checkpoints, par exemple. Je pense qu'avec cette annonce, il y a quelque chose qui doit tomber quelque part, qu'on appelle retrouver une vie à peu près normale. C'est ça qui peut faire que nous commencions véritablement à parler de ces choses. Les réfugiés qu'on annonce, qui sont déplacés internes, ils peuvent valablement rentrer chez eux, s'installer là où ils sont confortablement et vivre avec dignité. On ne peut pas dire qu'il y aura d'autres, on va dire quoi, d'autres préalables à attendre pour ça. On est d'accord qu'on arrête les armes, on est d'accord qu'on dégage les checkpoints, on est d'accord qu'on arrête les lockdowns et puis les ghost towns, parce qu'on va dialoguer. C'est ça qu'il est question. Mais ça veut dire que là, le dialogue a déjà été fait. Non. À vous écouter. Non. À quoi il sert de dialogue? Ça veut donc dire que vous pensez qu'on rentrera à l'école quand? Non, ce que je vous réponds très clairement depuis en quelques 5 minutes, secondes. Bien en 5 secondes, j'essaierai. Ce que je vous réponds depuis quelques minutes, tout simplement, c'est de dire que tout à l'heure, vous nous faisiez une invite, je dirais, à un certain pragmatisme. Oui. Mais justement, il faut pousser la logique du pragmatisme jusqu'à cette question concrète. Si nous étions dans le schéma où, par exemple, le MRC et Ali avaient été écoutés en leur temps,
cette rentrée se serait déroulée dans d'excellentes conditions. Non. Parce que les conditions C'est pas vous pour qui qu'elle se bloquez la déroule, rentrée, non? c'est-à-dire que les propositions que nous avons faites, Ah ouais. si elles avaient été implémentées de bonne foi, on aurait eu une excellente rentrée. Simplement parce que, eh bien, le dialogue serait intervenu bien plus tôt. D'abord, je me demande... Comme il intervient non maintenant. Non, il vaut mieux tard que jamais, je l'ai dit. Donc, comme ça, Alors, je disais, avec votre permission, Rodrigue, je disais, il y a quelque chose de surréaliste dans les demandes que j'entends. C'est-à-dire que, voilà, ok, demain, plus de ghost town, demain, tout le monde rentre à l'école, on lève les checkpoints. Vous croyez que c'est réellement faisable? Non. Juste au lendemain de cette annonce? Les personnes qui sont concernées, je veux dire, moi j'ai des proches qui fréquentent au sud-ouest, par exemple, et qui ont dû se déplacer sur les zones hors conflit. Je ne rentre pas et je dis, ok, rentrez à Buea. Je suis désolé. Sur la place de quoi? Je fais comment pour leur dire ça? Juste parce que, voilà, cela devrait être la conséquence immédiate? Non. Non, il faut quand même qu'on se dise que, par exemple, pendant que les groupes armés viendront prendre part au dialogue, forcément, ils vont déserter le théâtre des opérations. Là, on verra donc des effets. Mais il faut que le dialogue se tienne. On ne peut pas demander ses fruits maintenant, avant qu'il ne se soit tenu. Maintenant que le pouvoir fait sa main tendue, on doit s'attendre. On doit attendre des belligérants. La main tendue également, je crois que c'est ce que suggère le ministre Ambassala. Est-ce que les belligérants, de l'autre côté, doivent apporter ou bien montrer des gages qu'ils sont disposés à aller au dialogue en travaillant pour la désescalade? Déjà, il faut peut-être préciser que le président de la République a dit tout haut ce qui se dit déjà depuis, ce que les membres du gouvernement ont souvent dit, ce que d'autres acteurs ont proposé. Donc, je pense même que j'ai observé des analyses, des pronostics, ça et là, et 90% de ma petite observation de mon sondage annonçait déjà le dialogue. Donc, que le président annonce le dialogue n'est pas vraiment une grande surprise, mais c'est bien parce que c'est formalisé et puis c'est la bouche la plus autorisée qu'il annonce. Mais maintenant, c'est encore une annonce, parce que la raison pour laquelle plusieurs acteurs ont appelé de tout leur vœu au dialogue, c'était pour traiter des questions de fond. Il ne faut pas nous éloigner du fait qu'il y a des problèmes de fond qui sont à la base de ces frustrations. Il est vrai que lorsqu'il y a des frustrations et que des compatriotes qui veulent s'exprimer dans un contexte convivial et correct ne sont pas écoutés, les extrêmes ont tendance à prendre le dessus. Donc il est clair que il y a eu des extrêmes qui ont récupéré un peu cette situation et qui c'est un peu plus compliqué que ça avec des gens qui meurent. Oui, ici il y a déjà des gens qui meurent, que ce soit des civils, que ce soit du côté des forces de l'ordre. Ça veut dire que les extrémistes ont déjà récupéré l'affaire et que bon, nous espérons que aussi, je pense qu'ils doivent déjà se fatiguer un peu de cette situation. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont commencé ça, à prendre les armes, à s'entretuer, ont prévu cette situation. Donc le dialogue a été annoncé, c'est bien, mais il ne faut pas penser que l'annonce du dialogue en elle-même va régler les problèmes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, et je reviens là-dessus et j'insiste là-dessus, que le président de la République, ou tout au moins ces services de communication, doivent repréciser les contours de ce dialogue, les modalités. Il faut un cahier de charges. Parce que pour que les gens repartent à l'école, par exemple, il faut qu'on voit que quelque chose a bougé. L'annonce en elle-même ce n'est pas déjà une action. C'est ça que je veux dire. Encore une fois, nous saluons cette décision du président de la République de communiquer là-dessus. Il était temps qu'il parle. Non, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que nous serions en train de dire. Co-modérateur. Nous serions au demeurant. Bon. C'est pour comprendre, monsieur. Donc, nous serions en train de dire d'autres choses maintenant, mais nous exprimons déjà notre soulagement par rapport à cette annonce du chef de l'État, mais c'est encore une annonce. Il serait de bon ton que des modalités pratiques de mise en œuvre qui vont permettre aux uns et aux autres d'évaluer. Je ne vais pas dire la pertinence du dialogue, parce que le dialogue en lui-même est déjà pertinent, mais d'évaluer l'impact, devrais-je dire, l'impact
de ce dialogue sur le quotidien des populations de du Nouveau. Voilà, donc il faut savoir qui va dialoguer. Je l'ai déjà dit tout à l'heure et ma suggestion reste la même. Il faudrait que même dans l'élaboration des modalités pratiques du dialogue, que le Premier ministre associe d'autres acteurs, des acteurs qui sont pas du gouvernement et qui sont pas forcément du RDPC, et que là nous aurons des bases d'évaluation. Ça veut dire qu'à mi-chemin, les parents pourront se dire bon, ça a déjà, on a commencé. Oui, permettez-moi, j'aime même pas. Après, Anne fait compte. J'ai pas fini, mais je vais finir bientôt. Il faudrait donc qu'on ait des petites évaluations à mi-chemin qui pourront rassurer. Donc, je voudrais dire à Monsieur le ministre que nous ne trouvons pas que le président de la République, ce qu'il a dit n'est pas important. Non, c'est attendu depuis, mais ça doit s'accompagner des actions. Il annonce des actions et ce sont ces actions qui sont attendues. Maintenant, pour en revenir à votre question, est-ce que les belligérants doivent aussi tendre la main? Oui. Absolument, parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les efforts viennent uniquement du gouvernement. Nous estimons de manière générale, c'est-à-dire que s'il faut discuter de la crise globalement, le gouvernement a une grande part de responsabilité parce que de notre point de vue, si les régions étaient autonomes, si les gens se prenaient en charge, j'espère qu'on va arriver à parler des injustices sociales qui contribuent à détériorer la situation, mais le gouvernement a sa part de responsabilité, mais également ceux qui ont pris des armes, parce que prendre une arme, couper la tête d'un compatriote parce qu'il porte une tenue de policier, de militaire, c'est atroce. Donc, si les efforts, s'il n'y a que le gouvernement qui est disposé à dialoguer, même si ce dialogue doit être encadré, et que les autres ne font pas d'efforts, alors il y a un problème. Donc, nous espérons que de cette annonce du président de la République, les groupes armés vont s'éloigner un peu de leur position extrême et vont être disposés à dialoguer. Oui. On verra demain avec les équipes de la rédaction de Canada International in situ. En tout cas, elle devrait le faire. Il y va de l'intérêt de tout le monde parce que ces gens qui sont déplacés, les enfants qui ne vont pas à l'école, d'autres qui vivent dans les brousses, qui ont dû abandonner leur village et tout, c'est des parents, eux, ce sont des parents des belligérants. Donc, eux aussi ont intérêt à lâcher un peu du lest pour que... Alors, chers messieurs, madame, je vous propose d'aborder la dernière ligne de cet échange. Le président de la République a annoncé des élections régionales pour bientôt. Je devrais confesser que c'est la énième annonce et l'accélération du processus de décentralisation. Au moins dans 2 ou 3 discours, le président de la République a annoncé des élections régionales. Il a annoncé également, je le disais, l'accélération de la décentralisation. Est-ce que, à travers ce discours, on peut se dire qu'il n'y aura pas de débat sur la forme de l'État au cours du grand dialogue national, professeur Biloa? Bon, nous avons tous écouté le discours du chef de l'État. À aucun moment, il n'a parlé de la forme de l'État. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas parler de la forme de l'État. Si vous vous souvenez encore de la tripartite, lorsque les intervenants se sont rencontrés, ils ont dit au Premier ministre Hayatou, nous souhaiterions que nous parlions de la Constitution. Le Premier ministre Hayatou leur a dit, eh bien, parmi les termes de référence que j'ai reçus, il n'y a pas la Constitution. Mais, je vais me référer à qui de droit et je vais revenir à vous. Ça a été fait et finalement, à la tripartite, on a parlé de la Constitution. Pour revenir au débat de tout à l'heure, en fait, quand les intervenants au grand dialogue national seront mis ensemble, c'est eux qui vont faire l'ordre du jour. Les modalités dont parle mon homonyme Anne Féconde, en fait, ce sont les intervenants qui vont plancher sur l'ordre du jour, proposer un ordre du jour, proposer une partie de modalités. Le président de la République ou le Premier ministre ou le gouvernement ne peut pas proposer tout. À ce moment-là, ce ne serait plus un dialogue. Donc, le dialogue, ça veut dire que quand les gens vont se retrouver, ils vont dire, bon, voilà, nous allons parler de X, Y, Z. Le gouvernement va leur dire, ben, ce n'était pas prévu. Ils vont dire, non, on peut en parler. Donc, l'ordre du jour doit être adopté, et comme ça a été fait à la tripartite, de manière consensuelle. Donc, ce n'est pas donc parce que le président de la République n'en a pas parlé qu'on n'en parlera pas. Tout
dépend de ce que les intervenants vont proposer. Cela étant dit, je crois que la majorité de Camerounais ne souhaiterait pas que le Cameroun soit partitionné. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont réfractaires à une discussion ou à un débat sur la forme de l'État. Parce qu'on pourrait ouvrir une boîte de Pandore en mettant sur la table la forme de l'État. Donc je dis que n'organisons pas le grand débat national avant qu'il soit effectivement organisé. Attendons que les intervenants se réunissent et qu'ils s'accordent de manière sur l'ordre du jour. Maintenant, la décentralisation. Tout le monde est d'accord sur le fait que depuis janvier 1996, la décentralisation a pris du retard. Elle a pris énormément de retard. Et c'est la raison pour laquelle le président national, dans une adresse à la nation, le président de la République, dans une adresse à la nation, avait dit on va accélérer le rythme de la décentralisation. Là, on a plutôt appris. Et il a créé... On s'est trompé entre l'accélérateur et le frein, dans la pratique. Il a créé un ministère consacré à la décentralisation. Il a d'ailleurs cité... Le ministère de la décentralisation et du développement local. Je crois que la plupart des Camerounais sont d'accord avec le président sur le fait que beaucoup d'autres choses doivent être faites. Par exemple, le pourcentage des ressources qui sont reversées aux collectivités territoriales décentralisées est largement en dessous de ce qu'on voit dans les pays de même niveau de développement. Donc on attend donc que on donne une partie de ressources nationales aux collectivités territoriales décentralisées, qu'on applique effectivement les textes. Et comme on l'a dit dans plusieurs journaux, on n'attend pas du ministre de la décentralisation et du développement local qu'il aille seulement inaugurer les hôtels de ville. Donc on attend que ce ministère fasse des propositions concrètes. Donc quand le président de la République dit qu'on va développer, qu'on va accélérer la décentralisation, ce n'est pas lui, le président de la République, qui va accélérer la décentralisation. C'est la structure en charge de la décentralisation qui doit se mettre en marche pour que la décentralisation soit accélérée. C'est cette structure qui élabore le budget de l'État. Ce que je dis là, c'est pas moi qui le dis. Pour ce bureau-là. Il y a une association, il y a une association des maires qui l'a dit dernièrement dans un communiqué. Pour ce bureau-là, je voudrais savoir, est-ce que il revient au ministère de la décentralisation d'élaborer le budget de l'État et d'accorder les enveloppes, les repartitions. Mais nous avons un ministre ici, donc il sait comment. Que j'adresse la question. Bon, d'accord, vous dites comment les budgets sont adoptés. Chaque ministère propose un budget. Et ce budget est discuté d'abord dans une conférence au ministère des Finances. Tout à fait. Avant qu'il soit envoyé à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Donc dans cette discussion avec le ministère des Finances et le ministère de l'Économie, il y a des arbitrages qui sont d'abord faits par les ministères eux-mêmes. Et avant une circulaire du président de la République? Non, avant. La circulaire vient... Non, la circulaire vient après. Non, on va pas débattre. Mais je pense que... Mais je doute bien, vous voyez bien que je veux douter de la capacité du ministre de la décentralisation d'affecter des budgets conséquents aux collectivités locales. Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez? Parce que lui, il est ministre du pouvoir. Je suis un peu étonné parce que là, je vous entends parler. Moi, j'ai été maire. Je n'ai pas souffert de tout ce que vous décrivez. Monsieur le ministre, excusez-moi. Spécial. Non, vous allez souffrir quand même de m'écouter. Maire de la commune d'Ayos. J'ai été maire et j'ai estimé que il est vrai qu'il y a des améliorations, des avancées qu'il faut introduire dans le processus de décentralisation, mais l'autorité administrative ne m'a pas constitué un écueil. Parce qu'il faut que dans cette affaire de décentralisation, qu'on sache que l'autorité qui conduit la destinée d'une collectivité locale doit être vraiment outillée pour savoir ce qu'elle veut. Les pouvoirs de l'autorité administrative sont encadrés. Ce sont des
pouvoir de tutelle. Il n'y a pas de tutelle sans texte ni au-delà des textes. Et le maire doit savoir le dire à l'autorité administrative qui assure la tutelle. Et il y a des tribunaux administratifs qui sont là pour modérer les deux. Il faut que les gens sachent que c'est comme ça. Si nous parlons des moyens, c'est recevable. Si nous parlons des modalités de je ne sais pas quoi, peut-être la concurrence des territoires, on peut comprendre. Donc il y a des ajustements qu'il faut faire dans ce processus qui ne vont pas décréter que la décentralisation est finie. Je vais vous donner mon expérience. C'est moi, le ministre des Travaux publics, qui décide de ce que j'envoie effectuer à la périphérie. C'est moi, le ministre des Finances, qui estime que, comme j'ai 4 catégories de routes communales, départementales, régionales et nationales, je transfère l'entretien des routes communales aux communes et les ressources qui vont avec. Et je soumets ça au gouvernement, c'est validé et j'envoie cet argent aux communes. Parce que j'estime que la périphérie assure un meilleur entretien de la route communale. Donc c'est une modalité de gestion de la vie publique et du développement local. Il faut que Madame Billois, vous allez réagir, mais il faut que vous suiviez bien ce que je vous dis. En rapport avec moi. Donc, j'ai fait ça. Le président de la République m'en a pas voulu. Les maires sont aujourd'hui en train d'admettre que c'est peut-être dans cette voie-là qu'il faut aller. C'est-à-dire que le ministre de l'eau doit décider, c'était dans les matières à transférer, les points d'eau et les forages, c'est à transférer aux communes. Il faut les envoyer ça. On n'a pas besoin d'une assemblée nationale pour le faire. Donc c'est une décision qui est, on va dire quoi, d'essence ministérielle. Il faut peut-être expliquer ça au chef du gouvernement, ainsi de suite, et puis l'affaire se réalise. Donc pour ma part, on a la régionalisation à mettre en place, on a l'autonomie financière et de gestion des mairies à sauvegarder par des ajustements dans des parties des tests que vous pouvez bien identifier. Donc on ne va pas faire comme si rien n'est fait. Il faut qu'on sache qu'il y a quelque chose en place qu'il faut savoir corriger. Et quand vous tirez donc dans cette instance de dialogue, il faudra bien identifier qu'est-ce qu'il faut introduire pour que la décentralisation produise son effet. J'ai parlé, il y a quelque chose de fondamental que j'appelle la concurrence des territoires. Il y a quelque chose de fondamental que j'appelle l'harmonie ou bien on va dire quoi, la cohérence des territoires. L'État est chargé de faire ça. Est-ce qu'on doit continuer à avoir une concurrence de territoires dans une collectivité locale? Je dis le sous-préfet, le maire, qui ont tous le territoire de la commune. C'est la question qu'il faut savoir aller poser là-bas et peut-être que ça peut apporter une avancée. Les collectivités locales, les communautés urbaines, c'est ce genre de choses-là qu'il faut régler. Mais dans son cadre, l'orientation générale à la décentralisation souffre de quoi? Le texte peut être imparfait, mais les acteurs doivent bien internaliser cette affaire et vivre ça sur le terrain. Donc moi, parce que je l'ai vécu, je n'ai pas eu l'impression que les autorités administratives m'empêchaient de faire quoi que ce soit. Anne Fécondoa. Oui, déjà, je dois dire que c'est la toute première fois que je rencontre un maire qui dit qu'il n'a pas eu de difficulté avec l'autorité administrative. Monsieur le maire, vraiment, dans le cadre même de mes activités professionnelles, il m'arrive d'être en contact avec les maires, y compris les maires de votre parti politique. Et là, c'est miraculeux ce que vous me dites parce qu'ils posent tous les mêmes problèmes, les difficultés de se déployer liées à cette façon, à la rétention du pouvoir ou alors à cette confusion. Là, au moment où je vous parle, il y a des maires qui, il y a 2 mois encore, n'avaient pas de budget. Le budget? Bref, je vais aller à l'essentiel. Je voulais vous dire que... Il y a des maires, on a entendu des cris des maires. Il y a 2-3 mois. Ce n'est peut-être pas... Effectivement, sans encombrer les colonnes des journaux, qui se plaignaient de quoi? Du salaire. Non, le salaire, on peut comprendre. Oui.
qui se plaignait Et pour le salaire, on peut comprendre, monsieur le ministre. Oui. Donc, les maires travaillent, ils n'ont pas de salaire et vous trouvez que c'est compréhensible? Ça, c'est un problème. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus parce que... Je parle des salaires des maires, mais les salaires du personnel, des mairies. La mairie qui paye ses personnels. Oui, parce que estimait qu'il n'y a pas de fonds. Et les fonds doivent venir d'où? Les ressources qui payent le personnel communal, quelles sont ces ressources? C'est la fiscalité locale et puis la dotation générale. La dotation arrive à quelle période de l'année, monsieur le maire? C'est ça le problème. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des maires qui sont obligés de laisser 10, 20, 30% de leur budget pour bénéficier de cette dotation. Vous voulez qu'on se lance dans ce sujet? Je préfère pas. Donc, là où je voulais en venir... Là où je voudrais en venir, je voulais dire que vous êtes le seul maire que je connaisse, même de votre parti, qui disent qu'il n'a pas eu ce genre il n'a pas eu de problème avec les autorités administratives, notamment le sous-préfet. D'ailleurs, vous avez évoqué ça tout à l'heure, dont je tiens à saluer ce caractère exceptionnel de votre passage à la mairie. Je pense que la mairie d'ailleurs se porte bien. En tout cas, bon, ça c'est la position du maire. Encore faudrait-il avoir celle des populations. En revanche, le ministre a dit quelque chose qui, à mon sens, est très grave. Que c'est le ministre qui décide d'allouer je vais appeler ça budget. C'est ça, ça fait partie des problèmes du Cameroun. Que les gens... La matière. Non, monsieur le ministre, que ce soit la matière ou le budget ou la ressource, vous désignez ça comme vous voulez, mais ça fait partie des problèmes du Cameroun quand chacun peut légiférer à son niveau et prendre des décisions pour lesquelles il ne rend compte à personne. La décentralisation est encadrée par des textes. C'est pour ça qu'il faut compléter les textes sur la décentralisation. Je comprends mieux pourquoi le texte d'orientation peut se permettre de dire que si le conseil régional se réunit à un moment autre que les moments prévus par la loi, c'est-à-dire que le conseil régional n'a pas le droit de se réunir de manière exceptionnelle, s'il ose se réunir, le représentant de l'État en l'espèce de sous-préfet ou le préfet ou le gouverneur peut décider d'arrêter la réunion. Je comprends, c'est parce que dans cette façon, dans la gouvernance qui est celle de notre pays aujourd'hui, les ministres peuvent se substituer. Vous faisiez peut-être bien votre travail, mais c'est un problème parce que ça doit être encadré. C'est la loi qui doit définir ces choses. Si ce sont les ministres qui décident de ça, il peut avoir nous sommes des humains, il peut avoir... Non, vous ne pouvez... Si vous appliquez la loi, vous ne décidez pas, monsieur le ministre. Vous vous en tenez à ce cas-là. Je comprends pourquoi le texte sur la décentralisation dit que il faut soumettre à l'approbation du représentant de l'État les décisions prises par le maire et par le conseil régional. Ça veut dire qu'en fait, il n'y aura pas de décentralisation en l'état actuel des textes. Il faut compléter les textes sur la décentralisation. Je reviens avec là, cette question, Anne-Féconde-Noix, et je vous l'adresse. Est-ce que le fait que le président annonce des élections régionales indique pour vous, s'il vous plaît, Olivier Bibounsak, indique pour vous qu'il n'y aurait pas, du point de vue du président, un débat sur le fédéralisme? Ça me semble, en tout cas, de ce que si on s'en tient à ce que le président a dit ce soir, le fédéralisme n'est pas à l'ordre du jour. Et même la forme de l'État, puisque la forme de l'État qu'il annonce est celle de la Constitution. Mais je vais peut-être je vais peut-être faire confiance à ce que le professeur Edmond Bilo a dit, que le président peut ne pas avoir annoncé ça, mais au cours des échanges, il propose, ceux qui font partie des panels des débats, proposent au président d'évoquer cette question, mais en l'état, le président n'a pas, en tout cas, la forme de l'État n'est pas en débat. Mais qu'à cela n'est d'ailleurs. Je reviens là-dessus et j'insiste là-dessus, Monsieur Tonguet, pour que ce soit entendu, puisqu'il y a un représentant du RDPC sur le plateau. Yes. Les textes là, en l'état, ce n'est pas la décentralisation. Nous restons pas dans la centralisation. Je parlerai même de concentration, parce que si la décentralisation consiste à permettre aux populations de se prendre en charge elles-mêmes, de choisir d'ailleurs ceux qui prendront des décisions, ceux qui les représentent, ceux qui prennent les décisions pour elles, en l'espèce les maires et les exécutifs régionaux, mais on n'est pas dans la décentralisation. Comment vous imaginez, monsieur le ministre, que le texte dise, parce que si c'est ce texte-là
Si c'est l'accélération de ce texte dont on parle, on n'est pas encore en train de parler de la décentralisation. On va changer la nomenclature, on va donner un autre nom à la concentration du pouvoir. Parce que le gouverneur ne peut pas, si on est dans l'esprit de la décentralisation, arrêter une réunion de l'exécutif régional qui a été élu et qui doit rendre compte aux populations. Donc la forme le préfet ne peut pas continuer de constater l'élection d'un maire, par exemple. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas juste parce que le préfet ne rend compte que, en tout cas, on a vu ça. Le préfet rend compte au président de la République, le maire rend compte aux populations. Il faut que celui qui rend compte aux populations ait une marge de manœuvre assez importante. Encore une fois, ce qui sera débattu, si c'est avec ces textes, on aura perdu. Olivier Bibou-Nissak, est-ce que les membres ou les participants au grand débat national pourraient faire mentir le président en le poussant à mettre sur la table un débat sur le fédéralisme et donc n'organiserait pas les élections régionales annoncées ce soir? Alors, au passage, je voudrais souligner, je viens de faire un constat. Le ministre Ambassadeur est un oiseau rare, qui a été, et le régime nous habitue à ça, qui a été mis hors du gouvernement. C'est comme ça chez eux. On enlève ce qui marche et on remplace par ce qui ne marche pas. Vous voyez que la vision qui vient de brosser, c'est typique une approche qui serait digne d'un représentant de MRC et alliés au niveau de l'Alliance. Oh, mais certainement pas, mais certainement pas du RDPC. Parce que sur la question des régionales, mais c'est un autre aspect qui a en effet été sous-entendu dans le discours qu'on a. La question des régionales a été clairement dite, mais il y a eu un sous-entendu. Le sous-entendu, c'est de nouveau l'organisation probablement avant les autres échéances. Ok. Et là, vous voyez, la question de la bonne foi revient. La question de la bonne foi revient. Si l'incidence du dialogue national porte sur les élections et éventuellement la forme de l'État, pourquoi annoncer une chose qui devrait être tributaire de ce débat-là avant qu'il n'ait eu lieu, le dialogue? La question de la bonne foi. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans un monologue-dialogue, vous voyez, un monologue déguisé à qui on a donné l'apparence d'un dialogue, mais où tout est décidé d'avance et où il y a un cadrage sur lequel, au fond, on compte ne rien lâcher. La question de la bonne foi. Peut-on imaginer un seul instant organiser des élections régionales d'abord avant celles municipales? C'est même pas moralement acceptable. Même juste au plan moral. Parce que le collège électoral étant constitué des conseillers municipaux. Mais voilà. Alors, si dans un discours comme celui-là, c'est le point qu'on annonce, on peut s'interroger sur la bonne foi des acteurs. Si vous avez des leaders majeurs de la scène politique camerounaise emprisonnés, si vous avez Maurice Kamto en prison, le président élu, si vous avez Christian Penda-Ekoka en prison, si vous avez Paul-Éric Kinga en prison, si vous organisez vos régionales comment? Alors que vous avez écarté en instrumentalisant souvent au passage. La grâce dans son discours de tout à l'heure. Il n'a pas dit qui en serait bénéficiaire ou quand on en serait bénéficiaire, mais il a indiqué qu'il y a la grâce qui existe et qui peut, au moment d'instituer le pardon... Ok, Rodrigue, je suis preneur. Si vous me vendez une boule de cristal, j'achète. Mais en attendant, ce n'est ni une certitude, ni un élément factuel sur lequel on pourrait plancher. Et donc, la question de la bonne foi. La question de la bonne foi. Je pense que il y avait un désir d'annoncer un cadrage sous-jacent dans le discours qu'on a entendu. Et je pense aussi que les personnes qui iront au dialogue national devront peser de tout leur poids pour que précisément la marge de manœuvre qu'on essaye visiblement de restreindre soit, mais le plus possible, franche du collet, pour que les gens mettent sur la table ce qui fâche. Je soulignerai un autre point. Pour sortir, nous avons encore seulement 10 minutes. D'accord, je soulignerai rapidement un autre point qui lui aussi est non moins important.
la dernière élection présidentielle truquée a encore donné l'occasion de voir tous les points de réforme indispensables auxquels nous sommes confrontés, au moins sur le système électoral. Et vous savez que même la répartition des sièges, quand il s'agit du Parlement, et même le statut de certaines communes pose problème. Et vous savez que... Arrête de calquer sur le recensement général des populations. Or, ces questions sont en droite ligne avec la question ou du fédéralisme, ou de la décentralisation, ou d'un système mixte qui intégrerait les deux pour que, par exemple, dans le NOSO, ce soit l'une des modalités qui soit privilégiée et que pour le reste du pays, ce soit l'autre modalité qui demeure. Ça fera l'objet de tous ces débats. La paix n'a pas de prix. Mais ça va de soi, je suis d'accord. Non, je veux dire que si c'est cette proposition qui... Mais bien sûr. Il ne faut pas penser que les gens qui seront au grand débat national sont des bénis. Pour sortir, je voudrais vous inviter sur ce terrain, le président de la République a pensé l'étranger. Plusieurs fois, il a indiqué que les mouvements radicaux inspirés de l'étranger travaillent à la partition du pays. Il a également indiqué que les groupes armés sont financés parfois de l'étranger et que ces anciens Camerounais, entre guillemets, puisque le président dit qu'ils ont perdu la nationalité camerounaise en acquérant une nouvelle... Ils ont pris d'autres nationalités. Voilà. Est-ce que... Apparemment, la double nationalité, ça vaut pour certains et pas pour d'autres. Non, ça n'existe pas. Est-ce que ça veut dire que le président de la République va exclure l'étranger de donc ceux qui votent dans des consulats étrangers à l'occasion des suffrages? Bon, non, mais c'est pour cette loi que nous écoutons. Soyons sérieux. Grand débat national, grand dialogue national. Pourquoi inviterait-on les étrangers à venir prendre part à notre dialogue national? Donc nous ne sommes pas capables de dialoguer entre nous. Donc, disons les choses simplement. Est-ce que quelqu'un qui s'appelle Jean Orona, devenu américain ou français, ne serait pas bienvenu au dialogue national parce qu'il n'est pas camerounais? Mais il n'a plus la nationalité camerounaise. S'il est devenu américain, il a de facto perdu la nationalité camerounaise parce que nos lois et règlements ne reconnaissent pas la double nationalité. Bon, mais en réalité... tous ces gens qui étaient des Camerounais qui ont pris d'autres nationalités, ils continuent à venir au Cameroun, ils continuent à vivre au Cameroun, ils continuent à venir en aide à leur famille sans problème. Le problème, c'est que si vous avez, vous avez pris une autre nationalité et vous décidez de financer les groupes armés qui ont pris les armes contre la République, en ce moment-là, c'est un problème. C'est-à-dire que vous êtes un hors-la-loi au même titre que un citoyen du monde lambda qui financerait aussi les groupes armés au Cameroun. C'est ça le problème. Mais le grand débat, le grand dialogue national, les participants devront être des Camerounais. C'est implicite. Alors de quelle diaspora parle le président de la République en fait? Il y a des Rodrigue. Est-ce que j'adresse la question à Anne Féconde Noah? Ok, d'accord. Est-ce que faut exclure les Camerounais de souche, d'origine, qui ont perdu la nationalité camerounaise, mais qui revendiquent une double nationalité? On le voit dans le football. On peut citer des Camerounais qui ont perdu la nationalité camerounaise, mais qui continuent de défendre les couleurs nationales, notamment dans le sport. Est-ce qu'il faut les exclure du débat national? Ce qui nous ramène d'ailleurs à nous interroger sur la pertinence de cette loi qui en 2019 continue d'estimer que si on a acquis une autre nationalité, parfois pour des questions administratives, pour des questions tout simplement pratiques, on ne peut plus être camerounais et qu'on ne peut plus participer à la vie de la nation, sauf que effectivement, le professeur l'a dit, ces personnes qui sont considérées comme n'étant plus camerounaises continuent de prendre soin de leur famille camerounaise ici. Donc c'est de notre point de vue, ça fait partie des verrous législatifs qu'il faudra lever très rapidement parce que ça bloque le développement. On a des compatriotes qui ne peuvent pas se déployer à hauteur de leur potentiel dans leur pays parce que il y a ce type de blocage. Mais encore, peut-être faudrait-il rappeler que cette question de cette censure semble s'appliquer à une catégorie de la société et pas à une autre, parce que je ne vais pas le dire
en détail ici sur ce plateau, mais nous avons quand même des responsables dans notre gouvernement qui ont une double voire triple nationalité. Nous en on les a vu voter ensemble. Oui, monsieur le ministre, ça existe. Non, on va vous expliquer ce que c'est. Pourquoi certains peuvent jouir de la double nationalité et pas d'autres? La problématique de la double nationalité semble s'opposer lorsqu'il s'agit de personnes qui contestent la gouvernance et tout. Donc, de mon point de vue, ces personnes n'ont pas à être exclues. En revanche, je suis aussi d'avis que être à l'étranger et financer les groupes armés, même si on a conservé la nationalité camerounaise, là n'est pas la question. Je ne voudrais pas qu'on en discute en termes de nationalité parce que ce n'est pas pertinent, c'est rétrograde. C'est le président qui a mis la question de la nationalité sur la table. Oui, je pense que le président de la République pourrait revoir cette question. En 2019, c'est un peu rétrograde. Mais en revanche, je ne peux pas être de l'avis de ceux qui se trouvent à l'étranger et qui financeraient des groupes armés au pays. Si on les a clairement identifiés, d'une manière ou d'une autre, ils contribuent à jeter de l'huile au feu, puisque nous voulons résoudre le problème. Donc, si de telles personnes sont clairement identifiées, à mon humble avis, à moins qu'elles changent de discours ou qu'elles réorientent ce qu'elles considèrent comme leur combat, ce ne serait pas productif de les faire. Ça, c'est ma position, parce que et je reprécise, à moins qu'elles réorientent leur démarche, qu'elles participent au débat, ça ne me semble pas pertinent. Alors, Patrice Ambassa, est-ce que le président de la République épingle certains de ses amis lorsqu'il indique dans son discours qu'ils financent impunément les groupes armés au Cameroun? Est-ce qu'il finance impunément? Est-ce qu'il stigmatise ses amis ou bien il tente ses amis, c'est ça? Tenser, j'ai bien dit tenser. Oui, mais quelle est l'amitié qu'il y a lorsque vous hébergez quelqu'un qui finance le terrorisme dans votre pays? Vous pouvez appeler ça amitié? Il faut en parler. Quand vous êtes amis, vous parlez de ce genre de choses. Et on se pose la question, si on est amis, comment se fait-il que vous ayez quelqu'un chez vous qui achète les munitions et les fusils à des gens qui font la sédition chez moi? C'est tout à fait normal. Je voulais dire qu'un pays, c'est quoi? C'est un territoire, c'est un peu, monsieur Bibou, vous faites souvent ces choses mieux que moi. Un peuple, un territoire et je sais pas. État, oui. Un État. Un État, c'est un peuple, un territoire, un chef. Alors, un peuple, c'est quoi? Un gouvernement. Ouais. Un peuple, c'est quoi? C'est des gens qui portent une nationalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, s'il faut régler les problèmes du Cameroun avec des gens qui ne portent plus sa nationalité, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Un État de droit, c'est garantir que l'État est sécurisé dans tous ses composants qui constituent un État. Donc, pour ma part, le président est resté, il est logique, il est cohérent. Maintenant, est-ce que des gens qui sont de souche camerounaise, leur activité qui puisse être la seule qu'on note, c'est jeter l'huile au feu. Parce que ces affaires, si vous êtes de souche camerounaise, vous devez être d'accord qu'il faut qu'on arrête le feu qu'il y a au Cameroun. Vous ne devez pas alimenter ce feu-là. Donc vous avez une nationalité qui vous permet de vous extraire des poursuites de votre pays et vous dire que vous êtes Camerounais quand vous envoyez l'argent pour que les écoles ne s'ouvrent pas. Il faut qu'on sache. Donc vous faites impunément quelque chose avec une nationalité et lorsqu'on va vous faire valoir que vous êtes originaire de Banganté, c'est un exemple au hasard, vous dites non, moi je suis américain. Et on expulse, on fait sortir un Américain ici et il faut qu'on continue à l'appeler que venez parler des choses. Je doute que ce soit au hasard, cet exemple. Olivier Bibou-Nissak, on sortira par vous. Alors, est-ce que vous sentez le rejet de ces anciens Camerounais, entre guillemets, dans le discours présidentiel? D'abord, je n'ai pas l'esprit trop mal tourné pour ne voir dans les anciens Camerounais que des financiers du terrorisme. Je suis désolé, je pense que parmi les anciens Camerounais, comme on les a appelés, il y en a qui sont des citoyens parfaitement intégrés dans leur pays d'accueil, qui sont tout à fait pacifistes, qui sont tout autant préoccupés par le sort de leur pays d'origine que les nationaux qui s'y trouvent. Je pense que ce dialogue devrait régler aussi ce point sur la valeur qu'on accorde à leur contribution.
puisque si j'ai entendu dans le discours tout à l'heure les pays amis invités également à jouer leur partition, ce ne sont pas les Camerounais devenus ressortissants des pays amis à qui on ferme à la porte, ce ne serait pas très cohérent. Et puis de toutes les façons, si on est de bonne foi, le souci, c'est les meilleures idées possibles pour que le pays se porte mieux. Et donc, si quelqu'un a de bonnes idées et on lui claque la porte au nez juste parce qu'il a perdu sa nationalité, c'est un peu incohérent. Merci Olivier Bibou Nissak, merci Anne Fécom-Noah, merci Patrice Ambassala, merci pour ce Biloa. Merci chers téléspectateurs de nous avoir regardé et écouté pendant 2 heures d'horloge après ce discours présidentiel, le débrief. Ça se poursuivra certainement sur nos différentes antennes, Canal 2 International, Canal 2 English, Suite FM, Radio Vision, dans nos journaux, mais nos magazines d'information également. Je pense notamment à Canal Presse qui s'étendra dimanche prochain sur le discours présidentiel de ce jour. Retrouvons-nous très bientôt pour d'autres occurrences. Bonsoir.